Salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis, ici Ayour Atlas. Donc je suis avec vous pour vous faire une vidéo, donc c'est reparti pour un regard Atlante sur le web. Et effectivement, j'avais envie de vous faire, de vous faire voir et de parler avec vous sur plusieurs choses, c'est-à-dire vraiment des choses que j'ai vues dans le web qui sont intéressantes, qui datent pas forcément de récemment, donc c'est des articles que j'ai découverts il n'y a pas longtemps, donc voilà, je voulais voir ça avec vous, et vous présenter justement, vous lire ces articles et vous présenter quelque chose d'assez intéressant, et qui va en faire réfléchir plus d'un. Donc on commence voilà par la génétique, hein, ça j'en ai parlé récemment sur Twitter, pour ceux qui nous suivent, sinon abonnez-vous, n'hésitez pas. Blanche d'Europe, donc ça c'est voilà, hein, c'est clair, le titre est là, c'est un site identitaire indo-arien, voilà, donc c'est la race aryenne, c'est voilà, ils ont tout créé, ils ont tout inventé, ils sont venus avant les autres, bien sûr. Mon œil, donc voilà. Et là, ils font un article donc, qui est intéressant, je pense qu'il est daté, on va dire pas si longtemps, hein, publié le 25 février, donc c'était l'année dernière, donc il a un an l'article. Alors, de quelle race étaient les anciens Grecs et les anciens Romains? Vous voyez déjà dans cet article, dans le titre, vous avez tout, c'est-à-dire qu'on vous explique bien, en gros, que quelque part, la race des Romains, des Grecs, est bien une race indo-européenne. Sauf que ce qui est problématique, ce qu'on peut observer déjà dans le phénotype, quand on voit la photo, là vous avez la photo, vous voyez le phénotype de, du visage hein, finalement de la statue, vous observez bien, vous voyez des bouches qui sont petites, ce qui n'est pas le cas des Indo-Européens, qui sont, enfin les Indo-Aryens, je préfère dire, qui sont, enfin les Caucasiens en tout cas, sont généralement ont des bouches assez larges. C'est très rare qu'ils aient des bouches petites comme ça. En plus de ça, ils n'ont pas beaucoup de lèvres. Très souvent, ils ont les lèvres un peu, vous voyez, comme recourbées. Enfin, comment expliquer? C'est-à-dire qu'ils ont les lèvres repliées vers l'intérieur, donc des fines lèvres en plus d'être voilà. Et pour ce qui est des yeux, renseignez-vous bien, vous observerez chez le phénotype caucasoïde, vous verrez, vous observerez ce détail, c'est qu'ils ont les yeux assez plissés, enfin assez petits finalement, enfin en tout cas à la manière des asiatiques, pas amandés, je sais pas ça, c'est-à-dire des yeux assez bridés, c'était voilà. Quand vous voyez par exemple un Clint Eastwood ou d'autres acteurs anglais, vous allez vous rendre compte tout de suite que ils ont souvent les yeux assez fermés, plissés comme ça, donc un peu pliés. Enfin, vous comprenez ce que je vous dis, c'est qu'ils n'ont pas les yeux grands ouverts comme ça, enfin en tout cas ils n'ont pas les yeux comme un Méditerranéen. Cela dit, le métissage a fait son chemin, l'Empire romain a dominé toute l'Europe pendant des siècles. Faut pas non plus oublier qu'il y a eu une transmission du gène méditerranéen un peu partout en Europe, hein, même dans des pays improbables comme la Norvège ou la Suède. Donc faut minimiser ça quand même. On n'est pas à une époque où la race aryenne avait vraiment sa totale pureté, comme ils disent, hein, voilà, pour reprendre les termes. Donc voilà, donc c'est parti, on va lire ensemble cet article. Alors là, vous avez donc, bon, traduit de l'article d'American Renaissance. Bon, déjà, on vous montre très clairement, donc le texte a été écrit en 2010, donc 7 ans après, ils reprennent un texte qui a été écrit par un identitaire américain. Donc, vous voyez la mécanique, hein. C'est-à-dire que les mouvements indo-ariens aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans tous ces pays-là anglo-saxons, génèrent tout ce qui est propagande anti-Illuminati, vous savez, les reptiliens, tout ça, enfin toute cette propagande, les dieux avaient les yeux bleus, etc. C'est toute cette propagande-là, l'Atlantide en Suède et compagnie, c'est eux, c'est les Américains, les Anglo-Saxons. Eux, les identitaires français ne sont que des larbins par rapport à ces gens-là. Ils ne font que reprendre et traduire en français. Voilà, il faut bien comprendre d'où vient le comment dire, l'idéologie. Voilà. Donc après, là, vous avez alors, les races dans l'Antiquité. Une question évincée, mais capitale. Euh, évincée, oui. Il y a des textes, hein. Après bon. Des films récents sur la Grèce antique comme Troie, Hélène de Troie et 300 ont mis en scène des acteurs d'origine anglo-saxonne ou celtique. Brad Pitt, Gerard Butler, etc. Des films récents sur la Rome antique comme Gladiator,
ou le feuilleton Rome de HBO ont fait de même, avec Russell Crowe notamment. Est-ce que le choix du réalisateur était juste d'un point de vue historique? Est-ce que les anciens Grecs et les Romains étaient de souche nord-européenne? La plupart des spécialistes contemporains de l'Antiquité se taisent sur le sujet. Quoi? What? Quoi? Mais non, pas du tout, au contraire, c'est juste que... non, ils se mettent des œillères là, hein, parce que franchement, beaucoup de gens qui en parlent, mais bon après... Par exemple, chez Paul Cartledge, professeur de civilisation grecque à Cambridge, qui écrit sur des lecteurs cultivés mais non universitaires, je ne trouve nulle discussion des origines raciales des Spartiates. Il a peut-être pas tort, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut voir, par exemple, chez les textes qu'on a sur les Minoéens, les Pélages, enfin je sais pas comment on prononce, hein, le Pélage, c'est assez difficile à prononcer. Euh, il y a beaucoup de choses au niveau racial. Les Spartiates, on sait que enfin, leur matriarche, j'ai envie de dire, en tout cas la déesse qui a enfanté leur patriarche, est une fille d'Atlas dans la mythologie hellénique, et par adéquation, on sait très bien qu'Atlas est le dieu des Atlantes, des Maghrébins, et on sait que les Spartiates, d'un point de vue historique, se sont toujours inspirés des guerriers libyens dans leur façon de vivre, tout simplement. Déjà, premièrement, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une vidéo, si vous vous rappelez bien, il y a un petit peu longtemps, c'est que les Spartiates, précisément, et pas que, hein, allaient en Libye, précisément en Égypte actuelle, pour aller visiter le temple d'Amon, et ils avaient vraiment un respect profond pour Amon, et donc ils allaient dans ce temple chercher aussi l'oracle, etc. Les, bien qu'ils aient un oracle aussi chez eux, ils étaient profondément attachés à l'Égypte, rattachés en tout cas spirituellement à l'Égypte, et en plus de ça, ils portaient la cape, qui était tout simplement la tradition des guerriers libyques. Hein. Les guerriers libyens avaient une cape et étaient quasiment tout nus. C'était des guerriers d'une rigueur incroyable, c'est-à-dire ils avaient ce côté, ce qu'on dit aujourd'hui spartiate, c'est-à-dire un côté, comment dire, une façon de vivre vraiment, vraiment rustique, c'est-à-dire vraiment rude, avec très peu de confort, et c'est une philosophie en fait, le combat, la façon de vivre à la spartiate, qui est typiquement libyenne, et ça on le sait, hein, c'est pas un secret, sauf que ces gens-là, malheureusement, leur domaine, leur champ de vision, leur domaine d'expertise ne dépasse pas les frontières européennes, et quand je dis européenne, c'est même l'Europe du Nord, hein, donc c'est dommage, c'est qu'ils n'ont pas cette vision large pour comprendre que des deux rives de la Méditerranée, il y a des échanges, et principalement vers l'Hellénie, vers la Grèce, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été inspirés, et ils sont liés de toute façon à nos ancêtres, c'est les Spartiates, ça c'est évident. Et puis physiquement, voilà, hein, après une chose qui est claire, c'est que il y a beaucoup de choses à dire sur les Spartiates, mais bon, je vais pas vous retarder. Il y a quelques années, j'avais posé à plusieurs professeurs d'histoire antique la question de la race des anciens Grecs. On ne m'avait répondu que par des haussements d'épaules, montrant par là qu'il n'avait pas de réponse et que la question ne méritait aucun examen. Non, c'est tout à fait ça. C'est le fait que si on remettait vraiment la réalité dans son état de fait, l'Européen, hein, avec des guillemets, l'Indo-arien, le Caucasien, est un envahisseur. Est un envahisseur de la Grèce, de Rome, etc. Dire la réalité, c'est complètement mettre à mal la civilisation moderne. Enfin, si on peut appeler ça une civilisation, hein, c'est plutôt l'inverse, mais la barbarie, on va dire, voilà. En tout cas, l'ordre politique, culturel, actuel. C'est-à-dire, ça remettrait en cause tout ça, quoi. C'est comme un peu, c'est comme si vous voulez, pour un musulman arabe, c'est comme reconnaître que la plupart des grands personnages de la civilisation islamique, entre guillemets, hein, sont d'origine persane, berbère, maure, etc. Ce sera vraiment les discréditer en tant qu'arabe. Donc c'est vraiment les priver d'une gloire
dont ils jouissent actuellement, hein. C'est grâce à ça qu'ils peuvent prétendre être une grande civilisation, sinon ils ne pourraient pas, en tout cas ils seraient tronqués des deux tiers, voire plus de leur patrimoine. Donc, désormais, tous les intérêts portés à la race des anciens est interprété comme le signe de quelque chose de malsain, et tout élément allant dans le sens de leurs origines nordiques est écarté, de peur de réveiller un sentiment dangereux. Non, c'est même pas ça, c'est que, au contraire, le sentiment dangereux dont il parle, bon, il parle, je pense, du néonazisme, etc., mais non, en réalité, non, c'est tout l'inverse. En tant qu'Indo-Arien, vous avez aucun intérêt à réveiller le passé, parce que le passé, finalement, ça ne servira qu'aux Maghrébins, qu'aux Libyens, qu'aux Nord-Africains, parce que c'est vraiment nous rendre service que de parler des vrais Grecs, des anciens. Maintenant, après, si la personne est de mauvaise foi, c'est autre chose, hein. Toutefois, il y a un siècle, les Européens savaient que beaucoup de Grecs et de Romains étaient de la même race qu'eux. Après, il faut définir ce que c'est qu'européen, je pense qu'il n'a pas la bonne définition. La fameuse 11e édition de l'Encyclopædia Britannica, publiée en 1911, remarquait que la persistance des cheveux, du teint et des yeux clairs parmi les autres classes de Thébès et d'autres localités montrait que le type blond, qui est caractéristique de l'Europe du Nord et de l'Ouest, avait déjà pénétré sur les terres grecques avant la période classique. Mais en effet, et c'est vrai qu'il a pas tort, c'est l'arrivée des barbares, elle date bien avant des invasions barbares dites historiques qu'on connaît, hein. C'est bien plus tôt dans l'histoire qu'il y a eu des invasions, mais c'est pas des invasions en fait comme on le pense nous avec la guerre, etc. C'est plutôt au contraire des migrations, voilà. C'est-à-dire, nous, on accueille des populations, et à la fin, l'ingratitude, c'est de se retourner contre nous et de prétendre être les autochtones, etc. Mais bon, après, en même temps, je veux dire, quand on regarde les États-Unis, les Américains, ils sont ultra patriotes, ultra nationalistes, ils prétendent être des autochtones, alors que ça fait à peine 200 ans, même pas, qu'ils ont ce pays, qu'ils ont écrasé les Américains, les vrais Américains. Je parle des tribus, ce qu'on appelle les tribus amérindiennes, enfin voilà. J'aime pas trop ce terme, je le déteste d'ailleurs, mais bon. En attendant d'en trouver mieux, il faudrait d'ailleurs trouver un terme pour ces peuples-là, et c'est surtout à ces peuples de eux-mêmes s'appeler par leur vrai nom et de trouver des vrais termes, hein. Donc, l'encyclopédie ajoutait que les premiers Grecs ou Hellènes étaient des Nordiques, faisant partie des tribus à cheveux clairs d'Europe du Nord, que les anciens appelaient les Keltois, les Keltoi. Il y a 50 ans, le philosophe et socialiste britannique Bertrand Russell affirmait que les Hellènes étaient des envahisseurs aux cheveux clairs venus du Nord qui ont amené dans leur bagage la langue grecque. Histoire de la philosophie 1946. Ça, c'est complètement faux, c'est de la propagande de l'époque, quoi, hein, tout simplement. Les universitaires d'aujourd'hui tournent le dos au consensus qui prévalait jusque dans les années 1960. Le Péguin Historic Atlas of Ancient Greece, écrit en 1996, se moque des théories raciales indubitablement douteuses qui sont au fondement de ces reconstructions, mais n'en propose aucune en échange, se contentant d'affirmer que les origines des Grecs demeurent un sujet apparemment disputé. L'auteur admet pourtant de façon stupéfiante que ce qui suit, la plupart des idées concernant leurs origines raciales furent développées au XIXe siècle, et bien qu'elles fussent aussi fondées sur la tradition historique, sur l'archéologie et la linguistique, elles furent mêlées de suppositions plus douteuses. L'auteur ne nous dit pas quelles étaient ces suppositions douteuses. Bah là, vous savez, j'étais en train de penser à d'autres choses en même temps que je lisais. C'est tellement malsain. Voilà. Parce qu'en fait, si je vous lis ça, c'est pour bien vous faire comprendre qu'il y a ce qu'on fait nous, en tout cas, avec Maroc Atlantis, quand on essaye de défendre la race méditerranéenne, donc hellénique, romaine, ibérique, etc., et bien évidemment. Franchement, on se bat, et l'Égypte et compagnie, j'oublie l'Égypte, mais je l'oublie pas dans mon cœur, c'est clair ce qu'on fait, c'est un combat, mais tellement vital, je veux dire, on devrait pas être les seuls à le faire, malheureusement, c'est le cas, mais vous voyez comme quoi, il y a un acharnement, hein, il y a un acharnement pour essayer de vraiment voler, alors, comprenez-le bien, d'un côté, les Nigériens, les subsahariens essaient de nous voler l'Égypte, l'Éthiopie c'est déjà fait, mais ils essaient de voler l'Égypte.
Mais maintenant, les barbares nordiques essaient de nous voler la Grèce. Rome, c'est déjà fait, mais là, ils veulent nous voler la Grèce. Vous comprenez, c'est étape par étape, c'est du grignotage civilisationnel, voilà. Et à partir du moment où on accepte ça, on est foutu. Donc c'est un combat, hein, c'est un combat pour la survie. C'est une guerre raciale, tout à fait. Beth Cohen, auteur de Not the Classical Ideal, Athens and the Construction of the Other in Greek Art, 2000, affirme que les Thraces, lointains cousins des Grecs, avaient les mêmes cheveux noirs et la même physionomie faciale que les Grecs anciens. D'accord. En réalité, l'encyclopédie britannique de 1911 avait plutôt raison de partir de Thébain blond. Thébès était la ville principale de Boétie, une riche région agricole de la Grèce centrale. Un fragment d'un voyageur datant de 150 avant notre ère, ce qui n'est rien, hein, 150, moins 150 c'est rien du tout, hein, décrivait les Thébains comme les femmes les plus grandes, les plus jolies, les plus gracieuses de toutes les Lades. Leurs cheveux jaunes sont attachés par un nœud au-dessus de leur tête. Pindare, poète lyrique thébain. Oui, par contre, juste une petite parenthèse, excusez-moi, faut pas oublier que la femme la plus belle du monde dans le monde hellénique, c'est Hélène de Sparte. Hein. Faut juste rappeler que c'est une fille hein, du sud de la Grèce, voilà. Pindare, poète lyrique thébain du 5e siècle avant notre ère, parle des Grecs comme des Danéens aux cheveux clairs. Danéens aux cheveux clairs, mais ils sont complètement se servant ici de la désignation poétique des Hellènes. Bon. De la même façon, Alcman, poète lacédémonien du XVIe siècle, lacédémonien c'est les Spartiates, hein, du 7e siècle avant notre ère, avait chanté dans les Parthénées ou chants de jeunes filles la beauté des sportives spartiates à la chevelure d'or et au regard de violette. Il a aussi évoqué les yeux argentés, les lacédémoniennes, ce qui signifie gris clair. De son côté, le poète grec Achilloque du 7e siècle avant notre ère chante les cheveux jaunes de l'une de ses bien-aimées, tandis que la poétesse Sappho du 7e siècle, elle aussi, parle de sa fille jolie, dorée comme une fleur. Vous savez, quand je lis ce genre de choses, ça me fait penser un petit peu aux poètes arabes, où bah, tout simplement ils ont des concubines étrangères, circassiennes, vous voyez, des femmes européennes, blondes, etc. Et ils sont là, ah oui, ma belle Maltaise, machin, avec ses cheveux, ses cheveux dorés, enfin, tout ça, ça me fait penser à ça, hein. Vraiment, on a l'impression que les Hellènes, en tout cas enfin, ce qu'on appelle les Grecs aujourd'hui, à l'époque, avaient une espèce de passion pour certaines femmes étrangères, quoi, qui vivaient parmi eux. Mais à ce moment-là, c'est difficile de dire une étrangère, parce que si cette personne-là est là depuis plusieurs générations, elle fait partie, si vous voulez, du peuple spartiate. Mais faut bien comprendre, c'est comme en Kabylie, vous avez beaucoup de blondes, etc., de roux, c'est pas du tout des vrais Kabyles, c'est un apport des Vandales, hein, c'est les Visigoths, hein, c'est quand ils arrivent et qu'ils ont créé une alliance avec les Kabyles pour combattre Rome. C'est de cette alliance que sont nés tous ces personnages, enfin ces personnes métisses, pardon, et du coup, ça ne justifie en rien le fait de dire que le Kabyle est un blond arien, etc., aux yeux bleus. Mais ils sont là, voilà, ils sont là. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de Kabyles sont passionnés pour ça, quoi. Enfin, ils aiment pas leur race, quoi. Ils aiment ça. Donc après, bon, c'est comme ça, hein, mais ça me fait penser à la mentalité orientale, quoi. Bon, après. Euh, Au IVe siècle de notre ère, très tardivement donc, Adamantius, médecin et savant alexandrin, écrivit dans sa physionomie que de toutes les races, ce sont les Grecs qui ont les yeux les plus clairs. Ajoute que partout où les races helléniques et ioniennes sont restées pures, nous voyons des hommes de grande taille et solidement charpentés à la peau claire et blond. C'est bizarre. Plusieurs siècles de mélange ont altéré le caractère racial de nombreux Grecs, mais il reste aujourd'hui quelques blonds. Le mot Xanthos, qui veut dire jaune en grec, était un prénom habituel. Voilà. Déjà, vous voyez, c'est mal écrit, je pense, vous voyez par vous-même. Il y a vraiment
déjà, les guillemets, vous voyez les guillemets qui sautent, qui reviennent, qui sautent, qui reviennent, c'est à un moment donné, oui, c'est des blonds aux yeux bleus, et puis tout d'un coup, il y a le commentaire, si vous voulez, de, de l'auteur, un peu comme dans le Coran, si par exemple, à chaque fois que il y a un verset du Coran, pardon, vous avez des commentaires coraniques, des exégèses, entre les versets. Mais pas démarqué de façon à ce que vous croyez que c'est le Coran qui parle, vous voyez. Bah là c'est pareil, là on vous vraiment, il y a un moment donné c'est l'écrivain Adamantius qui parle là, et tout d'un coup c'est la personne qui écrit l'article qui dit oui oui vous voyez en fait non non c'est bien des blonds, ils sont purs, et puis tout d'un coup les guillemets sautent, puis là plusieurs siècles de mélange d'un altéré grec en restant quelques blonds, voilà, c'est sa conclusion à la personne quoi, c'est pas du tout ce que dit la personne qui écrit, quoi, qui est peut-être à raison dans la forme, parce que peut-être qu'à certains moments de l'histoire, il y a eu beaucoup de blonds dans certaines régions de Grèce, mais ça ne justifie pas, ça ne justifie en tout cas en rien la réalité qui est évidemment pertinente. On sait très bien que euh, le génome, en tout cas le phénotype berbéroïde est infiniment majoritaire, surtout à Athènes. Bon, après, ça dépend des régions, hein. Faut bien comprendre ça, parce que c'est ça qui détermine justement la chose. C'est comme si vous disiez, je sais pas moi, vous compariez certaines régions du Maroc où il y a beaucoup de blancs aux yeux bleus, enfin des gens blonds ou blancs, enfin typés à rien, avec les régions plus dans la terre, où là, vraiment, quand on va dans le pays profond, on découvre le vrai phénotype mauresque, quoi. Donc, bref, mais en plus l'argument du prénom jaune Xanthos, c'est ridicule. C'est comme si moi je vous disais, il y a beaucoup de Français qui donnent leurs enfants blancs, ou je sais pas moi, donc ils ont de noms de famille blancs, donc forcément, ou le blanc, donc du coup forcément il y a beaucoup de blancs. C'est comment vous dire, là vraiment on touche le fond, c'est le niveau le plus bas en termes de génétique, en tout cas en termes de racialisme, hein. Là on est dans le niveau bac à sable, hein. Là c'est voilà. Donc, la blondeur des cheveux, un signe de beauté et de noblesse unanime. Non, là, franchement, rien que le titre, c'est horrible. C'est juste la vision de la personne. C'est pas la vision des auteurs grecs, des philosophes grecs ou des historiens grecs, hein. Voilà. Le professeur Neil Pinter de Princeton, auteur d'une histoire des Blancs, s'est plainte que nombre d'Occidentaux ont cherché à racialiser l'Antiquité, intégrant l'histoire antique dans l'histoire de la race blanche. Elle souligne que les Grecs avaient l'habitude de peindre leurs statues de marbre, les modèles étaient souvent de couleurs sombres, et que les teintures disparaissaient avec le temps. Quoi? Les Européens ont conclu à tort que ces marbres blancs que le modèle l'était aussi. Certes, les Grecs peignaient leurs statues, mais leurs modèles n'étaient pas sombres. L'Aphrodite de Praxitèle de la ville grecque de Cnidos était la statue la plus connue et la plus copiée du monde antique. Des centaines de copies ont survécu, or des experts ont pu déterminer grâce à des particules de pigments microscopiques que le cheveu d'Aphrodite était peint en blonde. Mais c'est un très très mauvais exemple. En fait, là, il a choisi l'exemple de- d'Aphrodite, hein, donc de la déesse Vénus, hein, donc Ishtar chez les Arabes, etc. Mais non, franchement, Tanit, hein, chez nous on l'appelle Tanit, c'est vraiment le plus mauvais exemple qu'il a choisi parce que, en fait, la déesse Tanit, Vénus, est représentée avec les cheveux blonds pour la simple raison qu'en fait elle est née dans la mer et que, comment dire, on la représente sous le soleil couchant, si vous voulez, donc le soleil couchant, donc le symbole de l'Occident, du Maghreb, hein, c'est le symbole, puisqu'elle est née là-bas, elle est née en Tunisie précisément, c'est la déesse de Gabès, et comment dire, c'est l'image que les gens, comment on la décrit dans le mythe, c'est-à-dire c'est une déesse enfin, sur son coquillage entouré de tritons qui est dans la mer comme ça et qui a une chevelure resplendissante et avec le coucher de soleil, les reflets
si vous voulez, des rayons, donne l'impression que ces cheveux bruns ont l'air blonds. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais rendez-vous compte quand vous allez à la plage ou des choses comme ça, vous allez voir que au coucher du soleil, les rayons sont très prononcés, ils font des, comment dire, ils donnent l'impression à vos cheveux d'avoir des reflets dorés. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Mais encore faut-il le savoir. Les Romains dénommaient cette déesse Vénus, et tout comme les Grecs, ils avaient des quantités de ces images culturelles qu'ils peignaient avec un teint de peau claire et une chevelure blonde dorée, comme l'écrit Johann Pittman avec Our Blondes 2003. Athéna Parthénos, le chef-d'œuvre du sculpteur Phidias, ornait le Panthéon pendant environ 1000 ans jusqu'à sa disparition, qui eut lieu sans doute au 5e siècle de notre ère, quand le sculpteur américain Alan Lequire voulut en faire une copie fidèle pour le Centennial Park de Nashville. Il se fit aux descriptions qui avaient été faites de l'œuvre originale. Dévoilée en 1990, cette statue fait 12 mètres 8 de haut et à la peau claire, les yeux bleus et les cheveux dorés. D'accord. Alors là, c'est un peu étrange, hein. Une statue qui disparaît, qui réapparaît, je sais pas. Franchement, ça sent la propagande américaine, hein, plein des mais bon. Certains figurines grecques en terre cuite, datant du IVe siècle avant notre ère, ont conservé leur couleur. Elles nous montrent les cheveux clairs, roux, foncés, les plus souvent des yeux bleus, tout comme certaines statues de plus de grande taille qui datent de l'époque de la guerre médique, au début du 5e siècle avant notre ère. Un rapide examen des bas-reliefs en marbre, des statues et des bustes révèle des traits européens. La plupart de ces visages pourraient être ceux de chefs celtes ou de rois nordiques. Par contre, on a écrit un article là-dessus par rapport à l'hélénophobie, le fait qu'ils utilisent cette technique de chromophile, ou je sais plus comment ils appellent ça. C'est une technique en fait où ils essaient de ressortir les pigments anciens, ils essaient de repeindre la statue. Déjà, il existe de nombreuses versions. Un coup Athéna elle est blonde, un coup elle est rousse, un coup elle est châtain. À un moment donné, il faut arrêter voilà, faut arrêter la drogue, hein, faut être sérieux. Et en plus de ça, comment vous dire, de toute façon, j'en parle dans l'article, hein, vous allez sur le site, vous cherchez, vous allez trouver. C'est dingue comme quoi ils utilisent des techniques comme ça, surtout que c'est des suppositions, c'est-à-dire que vraiment la technique qui permet de savoir le pigment, elle est tellement hasardeuse que voilà, comme je vous dis, on a des blonds, des roux pour la même statue, c'est n'importe quoi. Et on voit clairement une volonté de s'approprier ce patrimoine. C'est du vol déguisé en science, hein. Voilà, on vous parle de science, non, non, c'est rien de scientifique, c'est de la propagande, c'est de la politique, hein. Là, on est dans du vol culturel. C'est du même niveau que les Nigériens subsahariens qui essayent de faire croire que le pharaon était noir, etc. C'est la même chose, en peignant un petit peu la couleur de peau noire, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, puisque on sait très bien que les berbères du Nil avaient la peau sombre, et que c'est pas à ça qu'on reconnaît un négroïde, mais bien à ses formes osseuses, donc les formes faciales, les formes, enfin voilà, vous avez bien compris, les crâniennes et compagnie. Au sujet de l'apparence des Grecs, les témoignages abondent. Xénophane, philosophe grec ionien du 5e siècle avant notre ère, s'amusait à remarquer que les différents peuples croyaient que leur dieu leur ressemblait. Nos dieux ont le nez plat et la peau noire, disent les Éthiopiens. Les Thraces. Ah, les Thraces aussi, d'accord. Ça, c'est... ouais. Malgré les remarques suscitées du professeur Cohen, disent que leurs dieux ont les cheveux roux et les yeux noisettes. Ouais, d'accord. C'est un peu bizarre, mais bon, après, hein, faut bien comprendre les choses, hein. Là, quand il parle de chaque peuple, essaie d'imaginer son dieu à son image. C'est pas faux, mais les dieux, sachant qu'ils sont du milieu de la terre, hein, de la Méditerranée, ils ont forcément une ressemblance avec les premiers êtres qu'ils ont créés. Donc ils les ont créés à leur image, hein, donc.
De fait, une fresque du IVe siècle avant notre ère, trouvée dans le tumulus d'Ostrucha en Bulgarie, montre une rousse incontestable au trait européen. D'accord, ça n'a aucun rapport avec ce qu'elle a dit là-haut, mais bon, on a compris. Et en gros, la trace, la Bulgarie, il faut absolument la barbariser. Donc là, c'est une photo d'une trace rousse, hein, donc Par contre, on passe sous silence toutes les autres traces qui sont bien évidemment toutes brunes, hein. Hésiode, au 7e siècle avant notre ère, appelait Troie le pays les pays des femmes au teint clair. D'après l'historien romain, bah, ce qui est d'abord tout à fait faux, puisque les Romains, on connaît leur phénotype, et en plus de ça, on connaît aussi le fait que euh, la région, surtout occidentale ce qu'on appelle la Turquie, là où il y avait Thrace, enfin, pas Thrace, pardon, Troie, la ville de Troie, la ville mythique de Troie, c'était une région très berbéroïde, surtout en plus avec l'arrivée des Hellènes après, c'est encore pire, donc voilà. Pardon, excusez-moi. Avait les cheveux très clairs, couleur rare. Par contre, alors, donc ils disent, d'après l'historien romain Diodore de Sicile, qui écrivait au 1er siècle de notre ère, les dieux égyptiens, 7 avaient des cheveux tirant vers le roux. Oui. Sauf qu'il ne comprend pas que dans la tradition nilotique, surtout chez les peuples couchitiques, comme on les appelle, hein, j'aime pas trop ce terme, mais les peuples berbéroïdes, il y a une coutume, hein, même au Yémen, c'est de se teindre en roux, avec un colorant, la barbe, les cheveux, tout ça. Il y a d'ailleurs beaucoup de momies qui ont été retrouvées avec les cheveux roux colorés, hein. Ça, on le sait, il y a plein de photos, vous cherchez un petit peu sur le web, vous cherchez les Soudanais, tout ça, vous allez voir, il y a beaucoup de berbéroïdes aux cheveux roux, c'est pas leur couleur naturelle, c'est une teinture. Donc couleur rare en Égypte, mais commune parmi les Hellènes. Donc là, tout simplement, là, le mec fait une erreur. Bon, c'est un américain à la base, ou en français, peu importe, mais là il fait une erreur. L'erreur qu'il fait, c'est de tout simplement médire sur quelque chose qui le dépasse. C'est-à-dire, c'est comme si moi j'essayais de vous parler de la race suédoise, alors que j'ai jamais été en Suède, que je ne connais aucun Suédois. Bah là c'est pareil, c'est des gens qui parlent de quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. En fait, le problème des identitaires, c'est qu'ils sont renfermés, alors que la meilleure façon d'être un vrai identitaire, c'est de voyager, de voir le monde ou de parler de soi, de se contenter de parler de soi. Moi, j'aurais rien à dire si ces gens-là parlaient de Thor, s'ils parlaient des Vikings, d'Odin, tout ça, j'aurais rien à redire là-dessus. Au contraire, je leur souhaite qu'ils soient bien dans leur religion, dans leur race, dans ce qu'ils font. Mais là, s'immiscer dans une civilisation qui n'a rien à voir avec eux, ne connaissant même pas les gens, c'est quand même malheureux, quoi. À la limite, qu'ils essaient de nous voler la Grèce, j'arrive à comprendre, mais là, nous voler l'Égypte, c'est pour ça que je vous dis, on les prend en tenaille, hein, mais vraiment, hein. Alors, Plutarque, écrivant à la fin du 1er siècle de notre ère, nous dit que le général thébain Pélopidas, mort en 364 avant notre ère, pendant une campagne militaire en Grèce centrale, avait rêvé d'un spectre, qu'un spectre lui avait demandé de sacrifier une vierge rousse s'il voulait remporter la victoire le lendemain. Non, mais ils n'ont pas compris que c'est pas parce qu'il y a des roux et des blonds en Grèce que ça veut dire que c'est le phénotype national. C'est comme si tu... Bah, au Maroc aussi, on a des blonds et des roux, c'est pas le phénotype national, c'est des gens qui ont des gènes vikings, indo-ariens. On sait qu'au Maroc, il y avait de la piraterie, que la ville de Salé en était remplie, que c'était même à un moment donné une république de pirates indépendante du roi du Maroc, qu'ils ont capturé énormément d'Américains, que certains d'ailleurs, certains de ces captifs sont devenus célèbres comme un, je me rappelle plus de son nom. C'était un pirate américain qui est devenu célèbre, un célèbre corsaire, qui s'est converti à l'islam, est devenu, voilà, il s'est intégré à la société. Il y a énormément de gens comme ça. En Algérie, laisse tomber, c'est même je vous dis même pas, laissez tomber. C'est encore pire que ça, mais ça ne veut pas dire que pour autant c'est la race de ces gens-là. Voilà, mais après, voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur ce sujet. De type ratio, les blonds et les bruns. Hein, déjà, c'est un petit peu compliqué cette histoire de blond et de brun pour la simplifier comme ça, mais bon. Il y avait deux types ratio en Grèce ancienne. Les blonds aux cheveux, les blonds
aux cheveux sombres et les blonds aux cheveux clairs. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc là, c'est blond et blond, quoi. Avec des gradations entre les deux. Les plus anciens habitants connus étaient bruns. Parmi eux, les Minoéens, qui n'étaient pas des Grecs. Ah bah ça par contre, ça c'est un jugement. C'est un jugement et c'est... Voilà. Mais il y a une certaine vérité, mais c'est un mensonge. C'est dit pour de mauvaises intentions. Et qui édifia une civilisation impressionnante en Crète. Oui, les Minoéens sont effectivement à l'origine des Atlantes, donc des Maghrébins. Les Pélasges. C'est le fameux mot que je vous dis que j'avais pas prononcé, les Pélages. Euh, le S, en fait, il est un peu dur à prononcer. Je préfère dire les Pélages, voilà. Nom que les Grecs donnèrent plus tard aux populations pré-helléniques de Grèce centrale. Et étaient bruns également. Ils avaient, semble-t-il, des cheveux noirs et bouclés et des yeux en amande. Oh, ça, c'est des Atlantes. C'est certain. D'ailleurs, vous rencontrez des gens des montagnes au Maroc, tout ça, vous verrez qu'ils ont tous un peu les yeux en amande parce que c'est dû à une mutation génétique du fait de vivre en haute altitude pendant des siècles et des siècles, enfin des millénaires, que dis-je, et du coup ce qui a donné ce trait racial qu'on rencontre beaucoup au Maroc, des gens qui ont vraiment les yeux en amande, hein, vraiment comme des Asiatiques, hein, mais vraiment, hein. Et c'est pas des Asiatiques, c'est une mutation génétique, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, et c'est un trait racial qui est vraiment typiquement maghrébin. Ça, on le rencontre pas partout, hein. Mais vous allez au Maghreb, vous allez voir. Il y a des gens comme ça qui sont bruns, les cheveux bouclés évidemment, et les yeux en amande. Donc leur aspect qui apparaît sur les cheveux, sur les nombreux vases de l'Attique a poussé certains universitaires à croire que tous les Grecs leur ressemblaient, et c'est tout à fait le cas. Sauf que après les migrations, les invasions barbares, ça a peu à peu changé. Mais de là à dire que ça a énormément changé, faut pas exagérer. Même aujourd'hui là, où je vous parle, il y a 45% de jeunes berbères chez la population d'Athènes qui est la capitale. Mais Argos, le sud, Tripoli, tout ça, il faudrait voir. Ce serait intéressant de voir. Mais il y a des régions, évidemment, où le jeune berbère descend à 25%, par exemple. Ça dépend les régions. Mais il faut bien comprendre que si le jeune berbère est tombé à ce niveau-là, c'est dû au fait des migrations indo-européennes, en recherchant justement la civilisation et le bon vivre méditerranéen qu'ils n'ont pas dans leur région et leur steppe barbares. Mais ni les Minoïens ni les Pélages n'étaient des Grecs. Ça, c'est un jugement. Les inscriptions en linéaire A des Minoïens n'ont toujours pas été déchiffrées. Oui. Pourquoi elles n'ont pas été déchiffrées? Je vais vous le dire, les amis. Elles n'ont pas été déchiffrées parce que l'écriture minoéenne, parce que ils n'ont pas réussi à prouver que c'était une écriture d'origine indo-arienne, donc une langue indo-arienne, ce qu'ils appellent indo-européen. Donc du fait qu'ils n'ont pas réussi à faire cela, ils ont donc conclu que bah il n'y a aucune réponse, on ne sait pas, donc voilà. Faute de pouvoir nous arracher notre culture, eh bien ils laissent une espèce de brume comme ça, on ne sait pas. Oui, enfin bon voilà quoi, c'est comme ça. Après c'est de bonne guerre, hein. Comprenez bien que c'est à nous, les Maghrébins, de nous réveiller. C'est à nous de nous réveiller. C'est pas à attendre que les Européens nous disent ah bah vous voyez, vous étiez à l'origine de la civilisation. Non. Ce qui fait que la langue grecque a dû arriver avec les conquérants aux cheveux clairs qui migrèrent du nord, vraisemblablement de la vallée du Danube. D'après le mythe national grec, les Hellènes descendent d'Hélène, à ne pas confondre avec Hélène de Troie, le fils de Callion. Hélène eut des enfants et des petits-enfants qui correspondent aux 4 divisions tribales de la Grèce antique, les Éoliens, les Achéens, les Ioniens et les Doriens. Les universitaires d'aujourd'hui tendent à mépriser ces mythes, mais ces derniers n'auraient pas survécu s'ils n'avaient pas correspondu à la longue mémoire des peuples anciens. Dans ce cas précis, il s'agit de ce que les savants classiques ont longtemps considéré comme reflétant les vagues de conquête de la péninsule hellénique et des îles de la mer Égée. Les premiers Hellènes à arriver furent les Ioniens et les Éoliens, puis quelques siècles plus tard, les Achéens et enfin les Doriens. La civilisation grecque du premier âge du bronze, en 1600-1200 avant Jésus-Christ, était certainement influencée par les Minoéens et d'autres cultures de la Méditerranée orientale, mais elle était incontestablement grecque.
Non, en fait, ce que la personne qui écrit ça ne sait pas, c'est que les berbéroïdes sont arrivés dans les Balkans vers 1000, pardon, vers 8500 avant Jésus-Christ. Moins 8500. Ils étaient probablement en Grèce vers moins 8000 ou moins 7500, au moins, je veux dire, vraiment, là, les chiffres, enfin, voilà, la personne n'est pas consciente de ça, donc, faut comprendre que ça, là, les Minoéens, tout ça, c'est rien à côté de ce qu'a été la première vague d'arrivée des vrais Européens, des premiers Européens, ce qu'on appelle les anciens Européens, c'est-à-dire les Berbères. Le linéaire B, qui a commencé à dominer la culture crétoise vers 1500 avant notre ère, a été déchiffré et s'est avéré retranscrire une forme primitive de langue grecque. Vers l'an 1200 avant Jésus-Christ, cette culture qu'on appelle mycénienne s'effondra. Ces villes furent détruites et abandonnées et la Grèce entra dans 400 ans de siècles obscurs. Euh, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques ont sans doute joué un rôle dans cette destruction que les Grecs plus tardivement attribuèrent à des invasions venues du nord. De vagues de guerriers hellènes balayèrent et incendièrent les citadelles mycéniennes, puis s'imposèrent comme la race dominante en Grèce. Ils mirent à sac la ville de Troie et sont les héros de l'Iliade d'Homère. Il semble qu'ils ont provoqué l'extinction de l'essentiel de la culture mycénienne. Les Grecs arrêtèrent d'écrire et abandonnèrent les arts, la vie urbaine et le commerce avec le monde extérieur. Par l'Iliade, nous avons des informations sur les premiers Hellènes. Le poème fut écrit à la fin du 8e siècle avant notre ère, à la fin du 7e siècle après à la fin des siècles obscurs, après que les Phéniciens eurent réappris aux Grecs à écrire. Le poème narre des événements qui eurent lieu 4 ou 5 siècles plus tôt. Bien que nous pensions que le poème parle des Grecs, les héros guerriers d'Homère appartiennent à la noblesse achéenne, ce qui suggère que ce sont les Achéens qui ont renversé la civilisation mycénienne par les Doriens, qui arrivèrent en Grèce et déplacèrent les Achéens 100 ans plus tard. L'archéologie confirme l'hypothèse puisque Troie fut brûlée en 1200 avant Jésus-Christ et que la tradition situe la guerre de Troie en 1184 avant Jésus-Christ. L'invasion dorienne est quant à elle située en 1149, 1100 ou 1049 avant Jésus-Christ. Il y a de fortes raisons qui nous font penser qu'Homère a rendu compte d'histoires qui avaient eu lieu pendant les siècles obscurs. C'était un barde qui vivait en Ionie, une région au bord de la mer Égée, dans l'actuelle Turquie. S'ils avaient voulu inventer des histoires, ils auraient dit que les héros étaient des Ioniens, mais il a chanté la noblesse achénienne aux cheveux clairs. Achille, leur plus grand guerrier, a les cheveux blonds. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il ait les cheveux blonds, hein, c'est pas impossible, mais de là, comme je vous l'ai dit, à dire que les Grecs sont blonds, c'est autre chose. D'ailleurs, je suis quasiment certain que si je fais quelques petites fouilles sur Achille, je vais trouver le contraire de ce qu'ils sont en train de dire, parce que le problème c'est ça, c'est qu'on vous prend des petits éléments secondaires et on vous les balance comme quelque chose de principal. Là, vous avez une photo d'Eros. Il faut savoir que cette divinité, elle n'aurait jamais été connue sans l'œuvre de Apulée, hein, donc Afoulay, qui est je crois qu'il est d'Algérie, et qui est un grand personnage hein, de Rome, hein, qui est l'inventeur du roman, donc son roman qui est le premier roman de l'histoire, qui est la Métamorphose, hein, donc l'âne d'or, je crois. Il y a plusieurs titres, ça dépend. Mais en tout cas, Eros, Psyché et Eros, donc c'est là qu'on découvre justement cette divinité que beaucoup avaient oubliée, dont il est celui qui a sauvé finalement cette mémoire hein, de Eros. Donc, voilà, après.
Je dis ça, je dis rien. Quant à Ulysse, leur grand stratège, il a les cheveux châtains, sa femme Pénélope est rendue plus blanche que l'ivoire scié. Odyssée, chant 18, 195, Agamédée, guérisseuse et experte en plantes médicinales, est blonde, et le roi Ménélas de Sparte, l'époux d'Hélène, a les cheveux roux. Hélène, pour sa part, les cheveux clairs, et ses servantes ont la peau claire, elles aussi. Et Camédée aux tresses blondes, Chryséis aux joues claires, et la blonde Bicéis. Bicéis semblable à la blonde Aphrodite, aperçoit Patrocle. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, franchement, il manque plus que, voilà, en gros, il vous cite, c'est comme si moi je vous cite tous les gens que j'ai au Maroc, là, qui sont blonds, que je connais, et puis, enfin, qui sont blonds, plus ou moins châtains, blancs de peau, voilà, et que je vous dis, ah ben voilà, vous voyez, le Maroc, c'est un pays de vikings, voilà. C'est, franchement, c'est vraiment ça, hein, on joue avec, c'est très psychologique tout ça, hein, vraiment c'est de la manipulation. Donc ce point est d'importance puisque si certains esclaves étaient blondes, cela impliquerait que le type nordique ne se cantonnait pas au seul Achéen et qu'il était présent ailleurs dans le monde égéen. C'était surtout parce que il y avait comment dire, les Hellènes rasiaient des nations barbares et récupérer les personnes, donc réduits à l'esclavage blond, quoi. C'était surtout pour ça en vérité. Donc, Homère et Pindare dépeignent la plupart des dieux de l'Olympe avec des cheveux blonds et des yeux brillants. C'est tout à fait l'inverse ne serait-ce que dans la poterie, là vous avez une photo en bas. Ce qui veut dire bleu, gris ou vert, oui, ou rose ou violet pendant qu'on y est, bien sûr. Déméter a des cheveux jaunes ou blonds. Ah oui, Déméter, la fameuse... d'accord. Tout comme Leto, la mère d'Apollon, décrite elle aussi comme ayant la chevelure blonde. Aphrodite a des cheveux blonds. Ah oui, toujours Aphrodite, hein, ça il faut la reciter, c'est en boucle, hein, à chaque paragraphe, on vous relance Aphrodite. Vous vous rappelez? Elle est blonde, donc forcément les Grecs sont blonds. C'est Écoutez, là, c'est ridicule. Et Athéna est connue comme la déesse aux yeux perses, brillants, glauquides. Non, là, il y a une espèce de méprise. Elle a les yeux glauques, c'est-à-dire des yeux plus ou moins vert foncé. Et sachant que ce type dieu est très présent au Maghreb, très présent dans les pays libyens. C'est pas quelque chose qui relève du nordique. Mais bon, la personne quand même joue sur le côté. Ah oui, mais vous savez, ils sont un petit peu brillants. Non, non, non. C'est marqué dans aucun texte. Moi, j'ai lu les textes. C'est la déesse aux yeux glauques. Voilà, enfin glauquide ou voilà. C'est-à-dire bleu-vert. Bleu-vert, voilà, couleur libique particulièrement connue dans les tatouages, etc. Mais on le retrouve aussi dans les yeux. Il y a beaucoup de femmes chez nous qui ont les yeux comme ça. Et ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, j'en vois beaucoup plus chez nous que dans les pays européens, bizarrement. Bon bref, deux parmi les dieux grecs, Poséidon et Phaistos, sont dépeints avec des cheveux bruns, comme dit plus haut Xénophane, se plaignant que tous les peuples imaginaient leur dieu à leur image. Bon, enfin, ouais. Non, ça m'énerve un petit peu la façon dont il parle de Poséidon, notre dieu, donc voilà, enfin, bon, bref. Ce furent les Doriens, les derniers des envahisseurs grecs qui mirent un terme à la domination achéenne et qui provoquèrent peut-être la migration de masse des Hellènes, Éoliens, Ioniens, et parmi eux, sans aucun doute, les ancêtres d'Homère vers les îles de la mer Égée et les côtes d'Asie mineure. Les Doriens qui s'établirent dans la vallée fertile de l'Eurotas, au sud du Péloponnèse, étaient des ancêtres directs des Spartiates de l'âge classique. Ils prétendaient être les seuls purs doriens. Jaeger, pardon, directeur de l'Institut des études classiques à Harvard, écrivit: le type national de l'envahisseur
se maintint dans sa plus grande, pardon, ils ont bien un E, grande pureté à Sparte. La race dorienne donna à Pindare son idéal du guerrier aux cheveux clairs de fiers ascendants, lesquels correspondaient non seulement au Ménélas homérique, mais au plus grand des héros grecs, Achille, et en réalité à tous les Danéens aux cheveux clairs, l'autre nom des Achéens qui combattent à Troie de l'âge héroïque pour la formation de l'homme grec 1939. Les Grecs classiques ne prétendaient pas être des autochtones, c'est-à-dire issus de la terre, autrement dit les habitants originels du territoire. Au contraire, ils tiraient fièrement d'être des épuludés. Les descendants de colons ou de conquérants, il y avait deux exceptions, notamment les Acadiens et les Athéniens, dont les terres rocailleuses n'avaient dû présenter que peu d'attrait aux colons armés. Oui, qui sont les vrais autochtones, vous voulez dire. Enfin bref, là vous avez vase trouvant par Athènes en représentant probablement une pélagienne. Non, c'est tout simplement une vraie grecque, quoi. Enfin, bon, je sais pas. Je sais pas comment ils raisonnent en fait. Ils ont aucun argument pour affirmer que les Grecs sont blonds, mais ils l'affirment. Enfin, en tout cas, ils ont certains textes où ils jouent sur l'ambiguïté, ou alors ils jouent sur le fait que il y a certains individus qui étaient blonds, donc voilà. C'est un peu comme si on jouait avec des ragots pour en faire un fait scientifique, quoi. C'est bon bref, l'historien Hérodote de 400, enfin qui a vécu 484 à 420 avant Jésus-Christ, affirmait que les Athéniens étaient un peuple pélagien qui avait occupé l'Attique et qui n'en était jamais sorti. Donc pour lui, les Athéniens sont des Maghrébins. Donc. Tout comme les Arcadiens, l'étude de la langue tend à confirmer ce point de vue étant donné que les Athéniens et les Acadiens parlaient des dialectes particuliers. Ils ont appris le grec des envahisseurs du Nord mais conservé les éléments pélagiens. Sauf que le problème c'est que pour qu'ils aient appris le grec des envahisseurs du Nord, il faut qu'il y ait un lien culturel entre le grec et la langue du Nord. Or les langues du Nord n'ont aucun lien avec le grec. Ce qui, ce qui pose problème, c'est à un moment donné, c'est que leur théorie, elle ne tient même pas 2 secondes. Même pas 2 secondes. Moi, vous me mettez en face de ces gens-là, voilà, je les allume, hein, je les démolis, parce qu'ils n'ont pas d'arguments concrets, à part jouer sur certaines ambiguïtés, et le fait que les Maghrébins, les Libyens, enfin tous les Méditerranéens, sont complètement perdus, quoi. Perdus. Il y a même des gens qui croient encore chez nous qu'on est des Arabes. C'est vraiment, il faut être, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que là, on nous explique que les Athéniens, à la base, c'est des Pélages, donc ils viennent du Maghreb. Ce qu'on sait, d'après le mythe, c'est que ceux qui ont en tout cas fondé Athènes, vraiment, avec le nom d'Athènes, c'est ceux qui ont suivi Athéna. Athéna est une déesse tritonienne de Tunisie. Forcément, son armée était constituée d'hommes tunisiens, enfin en tout cas d'hommes de cette région de Tritoniens, donc c'est un petit peu logique qui ressemble à des Pélages, enfin à des Maghrébins, c'est logique quoi. Enfin voilà, le truc c'est que le fait qu'on soit musulman au Maghreb profite aux barbares autant qu'aux négro-centristes, etc. Ça leur profite parce qu'on ne connaît pas la mythologie, on ne connaît pas l'histoire. Mais en tout cas, on connaît déjà pas bien l'histoire, mais encore moins la mythologie, ce qui fait qu'on ne peut pas répondre à ces gens-là. On est complètement désarmé. C'est comme se battre contre 2 armées, ou 3, parce qu'on peut compter les Arabes aussi comme étant des envahisseurs, euh, sans armes, si vous voulez. On n'a pas d'armes enfin, pour contredire les faits, enfin, ce qu'on nous avance. Donc on n'a pas les armes. Mais bon, voilà. Par conséquent, la Grèce classique était une fusion à la fois culturelle et raciale de ces deux types de blancs. Certaines cités-États comme Thébès et Sparte étaient à prédominance nordique, d'autres comme Athènes étaient à prédominance méditerranéenne et d'autres étaient un mélange des deux. Là, il se rapproche un peu du vrai, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Les patriciens romains. Neil Pinter, auteur du livre mentionné, trouve étonnant que le nordiciste américain Madison Grant ait pu soutenir dans The Passing of the Great Race 1916 que la noblesse romaine fut d'origine nordique. Bien qu'il y ait beaucoup d'arguments en faveur de cette thèse, il y a quantité de livres bien illustrés dans la Rome antique, avec des masques mortuaires, des bustes et des statues qui montrent les patriciens romains et qui montre que les patriciens romains étaient des Européens, et plus exactement des Européens du Nord.
Euh, il faut bien comprendre que si les Romains étaient européens du Nord, ils n'auraient jamais été aussi animés d'une haine vis-à-vis de la race nordique et des peuples nordiques. Ça, il faut bien le comprendre. Justement, ils ont été profondément amicaux et diplomates avec les races libyques, donc les races libyennes, nord-africaines, ce qui démontre bien qu'ils ont un lien avec nous. Et d'ailleurs, ils le disent. Hein, il y a une définition, il y a une citation de César que j'avais pas retrouvée, mais qui démontre bien un lien racial entre les Romains et les morts. Mais le jour où je la retrouverai, je vous la mettrai sur le site ou sur la page. La brillante étude de R. Peterson intitulée The Classical World 1985 qui examine le cas de 43 Grecs et de 32 Romains est éloquente. Le docteur Peterson explique que leur... Oh là là, la honte. Normalement, quand on fait une étude génétique, on prend au moins 1000 personnes, hein, c'est la règle, mais bon. Peterson explique que les Romains peignaient leurs masques mortuaires pour préserver la couleur aussi bien que la forme du visage de leurs ancêtres. Les yeux bleus, les cheveux blonds et le teint clair sont des choses communes. Non, c'est pas une chose commune, c'est une chose qui est venue malheureusement quand l'Empire romain s'est embourgeoisé et que ses enfants ne voulaient plus partir à la guerre. Du coup, ils ont pris des mercenaires de toute l'Europe, souvent des Celtes, qui se sont mêlés à leur armée et finalement à leur peuple et finalement, bah, à tout, hein, quoi. Finalement, ils sont, voilà, ils sont un peu métis de tous les côtés, donc c'est la dégénérescence raciale des Romains. Un bon exemple de leur type racial se voit dans un buste de Lucius Junius Brutus, le fondateur de la République romaine qui date du IVe siècle avant notre ère. Les traits de Brutus sont clairement germaniques, de même que la couleur de ses yeux. Les sculptures s'est servi d'ivoire s'est servi d'ivoire et de verre bleu pour présenter ses yeux. Prenons le fameux portrait en marbre de la patricienne du 1er siècle de notre ère, qui sert souvent à illustrer la mode des cheveux bouclés avec la robe impériale. Ces traits sont typiquement nord-européens, un nez délicat et aquilin, de hautes pommettes, un visage anguleux plutôt long que rond, un autre exemple se trouve dans le fameux fresque de Villa des Mystères. Là, ce visage, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Méditerranéen n'est pas toujours un type, comment dire, avec des traits, voilà, un grand nez crochu, ou je sais pas ce qu'ils imaginent dans leur tête. Bien au contraire, quand le type berbéroïde vraiment pur, hein, quand on parle des berbéroïdes, faut voir ce que c'est. Hein. Un Éthiopien, vous voyez en Éthiopie le visage que les gens ont, vous comprenez tout de suite, ils ont des visages très fins. Quand vous regardez Nefertiti en Égypte, tout ça, c'est des visages très fins, des nez très fins, enfin vraiment, un visage vraiment gracieux et délicat, quoi. Vraiment, c'est pas des têtes d'ogre, hein, c'est voilà. C'est plutôt l'inverse, c'est chez les Nordiques qu'on a des têtes assez affreuses, surtout au niveau de la mâchoire. Déjà rien que la mâchoire, là, quand vous voyez la photo, là, vous voyez la mâchoire de la statue, c'est pas nordique. Ça, c'est vraiment berbéroïde. Le type nordique ont des mâchoires carrées. Même les femmes, hein, je sais pas, vous observez, regardez, vous allez voir, hein, ce phénotype est présent partout, même aujourd'hui, chez les femmes nordiques. On remarque hein, cette mâchoire prononcée, ce qui n'est pas le cas chez les Romains, que ce soit les femmes ou les hommes. En tout cas, rarement le cas. Hein. J'ai très peu vu de photos où on voyait des mâchoires proéminentes. Euh, donc là, pardon, donc je reprends. Un autre exemple se trouve dans la fameuse fresque de la Villa des Mystères à Pompéi qui montre quatre femmes en train de subir des flagellations rituelles. Elles sont grandes, la peau claire et brune. Il y a aussi des preuves qu'on peut tirer des noms. Rutilus signifie rouge, doré au bain, et vient du verbe rutilo qui veut dire rougeoyer. Rufus signifiant roux était un cognomen, un sobriquet se référant à une caractéristique personnelle comme la rousseur des cheveux. Les Flaviens étaient, c'est pas forcément ses cheveux, mais voilà, c'est juste pour dire, c'est
Voilà. Donc les Flaviens étaient un clan aristocratique dont le nom de famille décrivait de Flavus qui signifie jaune doré. Les Flaminiens, une autre famille noble, avaient un nom qui venait de Flamma, qui veut dire flamme, suggérant des cheveux blonds ou roux. Selon Plutarque, Marcus Porcius Caton avait des cheveux roux et les yeux gris. Lucius Cornelius Sylla, général et dictateur, avait les yeux bleus et les cheveux blonds, et Gaius Octavius Augustus, premier empereur romain, avait les yeux clairs et les cheveux jaunes. Des analyses récentes de statues de marbre de l'empereur Caligula ont permis de découvrir des particules du pigment d'origine incrustées dans la pierre. Les experts ont restauré les couleurs montrent que le chef dément avait un teint de peau rubicon et des cheveux roux. Vous savez ce que j'en pense, vous savez ce qui se passe par rapport à ça. C'est une nouvelle technique à la mode qui est complètement un canular. Un canular, on essaie de repeindre les statues romaines avec des cheveux roux, des cheveux blonds, tout ça. La poésie lyrique de Publius Ovidius Naso, plus connu sous le nom d'Ovide, 43 avant Jésus-Christ à 17 avant Jésus-Christ, donne des indications sur l'aspect des femmes de la classe supérieure dans les premiers temps de l'Empire. Le fait qu'Ovide attribue des cheveux blancs à beaucoup de déesses comme Aurore, Minerve, Cérès, Diane et Vénus en dit long sur les canons de la beauté romaine. Il décrit nombre de ses amantes d'une façon telle qu'on surprend des survivances du type nordique à l'époque impériale. Blanches, blondes, elles ont mes plus tendres amours, écrivit-il dans les Amours en 15 après Jésus-Christ. Brunus, Vénus les aime et je leur rends les armes. Il admire les tresses noires sur un cou blanc comme neige et adore les jeunes filles qui rougissent. L'une de ses favorites est grande avec un teint de pêche, des joues d'ivoire et des yeux clairs, et une autre a une brillante grecque blonde. Là encore, les Romains se comportent typiquement comme les Arabes, voilà, c'est une façon de voilà, ils ont conquis des peuples, ils ont asservi leurs femmes, leurs enfants, et évidemment, ça fait un harem, hein, il faut comprendre, hein, les Romains, c'est des passionnés d'harem, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient blonds, qu'ils étaient ariens en tout cas. Au contraire, ils n'étaient pas de cette race-là. Cependant, avec les siècles, le métissage a fait son chemin. Évidemment qu'ils ne sont pas restés de purs berbéroïdes comme on espérait les voir, c'est-à-dire ce qu'ils auraient été s'ils avaient été une monarchie, mais malheureusement c'était un empire, donc ils se devaient de se métisser, d'agrandir, de devenir cosmopolites. Cela dit, la question mérite réflexion. Mais d'où venaient les Romains? C'était un peuple latin, bien que les légendes disent aussi, avec un certain degré de vraisemblance, qu'il y eut des colons grecs et des rescapés troyens parmi les races fondatrices. Les Latins formaient l'une des 8 tribus nordiques d'Italie. Apulii, Bruti, Lucatien, Sabin, Samnite, Ombrien, Osque et Vénète. D'ailleurs, c'est marrant, attends, ils vont en parler plus bas, des Étrusques, voilà, c'est ça que j'attendais, qui migrèrent dans la péninsule italique vers 1000 avant notre ère. Évidemment, l'Italie n'était pas vide à cette époque. Les Étrusques étaient au nord de Rome, dans la Toscane actuelle, et il y avait d'autres blancs bruns qui habitaient la péninsule. Les Étrusques sont possiblement des Cariens d'Asie mineure. Ah bah tiens, voilà, ça tout de suite, on expulse les vrais Italiens, les vrais autochtones, les Étrusques, qui sont au centre de l'Italie, qui tiennent une grande part de l'Italie, et qui sont des berbéroïdes. Et d'ailleurs, on dit qu'ils viennent comment dire, de Turquie. Et justement, cette région, comme je vous l'ai dit, est connue pour être l'un des premiers foyers des berbéroïdes en Europe. En tout cas, de l'Eurasie, quoi. Comment ont-ils péri? Que sont devenus les Grecs et les Romains nordiques? Leurs effectifs se réduisirent et fondirent au cours des guerres et sous l'effet de l'impérialisme et de l'esclavage. Les guerres intestines prolongées furent dévastatrices. Les Hellènes perdirent relativement peu d'hommes leurs deux guerres contre l'Empire perse de 490 à 479 avant Jésus-Christ, mais furent décimés par les guerres interhelléniques ruineuses qui suivirent.
La guerre du Péloponnèse de 431 à 404 avant Jésus-Christ opposa Athènes avec ses sujets des cités ioniennes contre la confédération spartiate et dorienne, puis il y eut 35 années de guerre intermittente entre Sparte et Thébès de 496 de 396 à 362 avant Jésus-Christ qui opposa les Nordiques aux Nordiques. Alors, le manque d'inspiration là. Ces guerres affaiblirent ces républiques grecques au point qu'elles tombèrent sous le joug macédonien. 20 ans plus tard, en 333 avant Jésus-Christ, ce qui mit fin à l'âge classique grec. L'argent fut comme toujours un dissolvant racial. Théodis, poète noble de la ville dorienne de Mégare, écrivait au VIe siècle avant notre ère, le plus noble des hommes se maria avec la fille de la famille de la plus basse extraction. Si seulement elle lui apportait de l'argent, une dame partagera son lit avec un immonde homme riche, préférant l'or au lignage. L'argent est tout, le bien s'accouple avec le mal et la race est perdue. À aucun moment, cet auteur, ce poète, ne parle de race blonde, de race aryenne, de race... il parle tout simplement de lignage, c'est-à-dire quand vous êtes d'une famille noble, d'une famille hautement respectée ou liée à une famille royale autrefois respectée, et que du jour au lendemain vous vous mariez avec n'importe qui. Ce qui est arrivé par exemple avec les rois arabes d'Andalousie, quand ils ont été chassés par les Berbères, ils sont partis se réfugier au Maroc, s'exiler au Maroc, et ben ils n'avaient plus rien sur eux, obligés de travailler, ruinés, vraiment à vivre comme quelqu'un de lambda, donc voilà, quoi, c'est très triste, mais c'est la réalité. Et c'est ce qui se passe, et ça ne veut pas dire que la personne est d'une race telle ou telle, c'est pas forcément. Ce n'est pas forcément le cas. C'est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire que autant le noble que le vilain, le gueux, sont des personnes de même race. C'est juste que l'un est d'un lignage, c'est-à-dire il descend de roi et l'autre non, donc c'est tout. Mais voilà. L'expérience romaine fut tout aussi tragique. Tous les historiens s'accommodèrent pour dire que les terribles pertes infligées par Hannibal lors de la deuxième guerre punique de 218 à 201 avant Jésus-Christ fut moindre que les pertes abominables que Rome s'infligea elle-même lorsque presque 100 ans de guerre civile qui suivirent le meurtre du tribun Tiberius Gracchus en 133 avant notre ère. L'immigration fut la conséquence inévitable de l'impérialisme, puisque les contingents d'esclaves, d'aventuriers, de marchands influèrent à Rome. Là, il utilise le même argument que moi par rapport au métissage, sauf qu'il l'utilise dans l'autre sens. Or, c'est pas ça, c'est pas ce qui s'est passé. Malheureusement pour eux, l'Europe à ce moment-là était vraiment peuplée de nombreuses nations celtiques, et c'est vraiment ce qui a influencé, hein, c'est cette migration des Celtiques. Enfin voilà. Au bout d'un certain temps, les esclaves étaient libérés, les étrangers donnèrent naissance à des nationaux, des non-romains gagnèrent des citoyenneté, et les sanctions légales et sociales contre le mariage mixte disparurent. Au début de l'Empire, tout ce qui restait de la souche romaine se réduisait à une poignée de familles patriciennes. L'historien Appien se lamentait ainsi: les masses urbaines sont fortement mélangées de sang étranger, les esclaves émancipés ont les mêmes droits que les citoyens d'origine, et ceux qui sont encore esclaves ne diffèrent pas physiquement de leur maître. Scipion Émilien, de 185 à 129 avant Jésus-Christ, homme d'État en général du clan d'Aemilie, appelait ces sujets hétérogènes, les enfants adoptés de Rome. 150 ans plus tard, Horace, 65 à 8 avant Jésus-Christ, écrivait dans le troisième livre des Odes: nos pères étaient pires que leurs aïeux, nous sommes plus méchants que nos pères, et notre postérité sera plus dépravée encore. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien les esclaves celtes nordiques, hein, dont il est question, hein, pas des esclaves orientaux ou libyens, hein. Ça, c'est malheureusement, il ne précise pas ça. Il ne précise pas que Rome est entourée de nations celtes. Donc les derniers, pardon, excusez-moi, les derniers écrivains de Rome
considéraient que leur peuple était dégénéré au physique comme au moral, ce qui est sous-entendu dans dans la Germanie de la Scythe de 56 à 117, ce qui se présente comme un trait d'ethnologie, c'est le regret de la vigueur et de la pureté nordique que les Romains avaient perdu. Il vit que les Gaulois et les Germains étaient moralement, physiquement supérieurs aux Romains, ce qui n'échappait pas aux Romains. C'est assez faux, mais c'est un peu vrai, ça dépend. Déjà, premièrement, le type nordique est évidemment beaucoup plus faible physiquement qu'un Romain ou qu'un Méditerranéen en général. Ça, c'est avéré, hein. De toute façon, côté, nous aujourd'hui on vit en France, on vit plus au Maghreb, malheureusement d'ailleurs, mais ça nous donne la chance d'observer les phénotypes, on voit très bien, tu prends 100 maghrébins ou 100 rital ou 100 portugais, enfin, mais vraiment des gens typés méditerranéens, hein. T'en prends 100 n'importe quel au hasard, tu les mets en face de 100 nordiques, enfin des Français quoi, des vrais Français, écoute, tu les observes, tu vois très bien que d'un côté, le Méditerranéen dégage une force et quelque chose qui est impressionnant. Ils sont vraiment, ils ont du caractère, et en plus d'être forts physiquement. Pardon. Mais en plus de ça, de l'autre côté, pardon, vous avez des peuples, enfin des personnes vraiment qui dégagent rien, des personnes dépressives, vraiment très très instables, faibles psychologiquement, voilà, et physiquement aussi. Donc après, attention, faut bien comprendre, un Nordique qui grandit dans un dans des environnements, pardon, forestiers brutal, effectivement, brutaux, pardon, ils vont développer une caractéristique qui est celle des sauvages, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la nature, qui est d'être beaucoup plus robuste que quelqu'un qui est citadin. Le fait que les Romains s'affaiblissent et le fait qu'ils deviennent embourgeoisés, deviennent citadins, deviennent sédentaires, c'est ça qui fait à l'homme qui devient ce qu'il est, c'est-à-dire faible au bout d'un moment. Et ça, c'est le caractéristique de toutes les races. Vous prenez même un Méditerranéen, même un négroïde, vous le mettez dans une ville pendant trop longtemps, il sort pas, il bouge que très rarement, et ben au bout d'un moment, il est tout mou, il est flasque, il a plus de muscles, il est voilà. Et c'est pas spécialement dû à une race en particulier, c'est l'environnement, c'est le mode de vie qui veut ça. Mais de base, vous prenez un nordique qui vit sédentaire comme un romain, comme on dit en France, chez les Romains on vit comme les Romains, bah il aura effectivement, il sera vraiment une loque, hein, mais vraiment. Et d'ailleurs, moi je vois ça en France, c'est terrible, c'est choquant. C'est choquant quand on voit des gens qui ont un certain âge, qui ont un physique d'enfant, quoi, qui sont complètement enfin, ils sont faibles, quoi, ils dégagent rien, ils ont aucune autorité, des fois même c'est leurs enfants qui leur disent comment faire les courses, voilà. Mais bon, bref. Donc bref, le mode des cheveux blonds faisait rage au point que les esclaves germaniques et gauloises se faisaient tondre leurs cheveux blonds et roux pour que les femmes riches s'en fassent des perruches. Ah oui, d'accord, hein, pour les... Oui, pour... ah bah tiens, c'est marrant parce que là, il se contredit, parce que là, il explique que chez les Romains, il y avait une espèce de mode de tondre les femmes nordiques blondes, etc., rousses, et d'utiliser leurs cheveux pour se confectionner une espèce de perruque, et de se la mettre sur la tête. Bah, réfléchissez. Tout à l'heure, on parlait enfin, il parlait des femmes romaines qui étaient décrites comme blondes, comme rousses, etc. Bah, là, ça montre très bien que c'était des perruques. Bah écoutez, c'est évident pour que la femme ait tout le temps sa petite tresse, ses petites couronnes de tresses comme ça autour de la tête, comme un bandeau, tout ça, ces coupes un peu bizarres là, qui sont compliquées d'ailleurs à faire. On l'a vu, il y avait certainement des perruques prédéfinies, un peu comme en France, sous le roi Louis XIV, il y avait des espèces de perruques là, vous savez, que portaient les nobles. C'était pas leurs cheveux. Bah là c'est pareil, je pense que c'était pas leurs cheveux aussi. Et voilà, comme quoi, finalement, à force de vouloir trop faire le malin, ils se sont contredits eux-mêmes, dans le même article. Autant de... Enfin, en tout cas, ils se sont vendus, là, ils ont vendu la mèche, là. Autant de Tertullien, 160 à 225, les femmes se teignaient
tant les cheveux qu'ils ont pris ombrage en tissant. Elles ont tellement honte de leur pays qu'elles se plaignent en être point nées en Germanie ou en Gaule. Oui, c'est pas tout à fait ça, c'est surtout que si Rome, à un moment donné, est un pays comment dire, qui se développe et atteigne un certain niveau d'embourgeoisement, il est évident que l'axe de la richesse va vers le nord, vu que c'est les zones où il y a le plus de peuples travailleurs, ce qui est propre aux Nordiques, hein. Faut rendre à César ce qui est à César, et ce qui est aux Nordiques aux Nordiques. Les peuples méditerranéens sont peut-être travailleurs, mais pas autant que les Nordiques. Faut comprendre que, comme aujourd'hui la banane bleue qui traverse le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, et une partie de la France, c'est l'axe économique actuel, le plus puissant, peut-être même du monde d'ailleurs. Et bien là, on a peut-être à l'époque une volonté de la classe bourgeoise d'immigrer vers les pays où effectivement il fait mieux vivre, où il y a plus de richesse, plus d'abondance, je sais pas. À partir du moment où, en tout cas, il faut étudier la question de l'époque pour comprendre cette citation, et non pas en faire une espèce de citation raciale où la personne voudrait ressembler à une nordique, parce que c'est pas du tout le cas. C'est l'interprétation de l'auteur qui laisse supposer ça, mais le texte dit bien, elles ont tellement honte de leur pays qu'elles se plaignent de n'être point nées en Germanie ou en Gaule. C'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment-là, Rome est devenue vraiment pauvre, et effectivement bah à un niveau que on préfère migrer que de rester là, quoi, tout simplement, que de subir la misère. Parce que faut comprendre que Rome, en perdant certainement à une époque qui approche, bah, je pense là on s'approche quand même de l'an 300, 500, commence à perdre ses territoires, commence à diminuer en puissance, et évidemment n'a pas la possibilité de vivre dans des pays comme Carthage, comme l'Afrique du Nord, où évidemment il fait bien mieux vivre, il fait bon vivre, mais ils ont peut-être perdu certaines de leurs provinces. Mais ça reste à étudier, je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que là il y a quand même, là il y a une entourloupe, il y a quelque chose, mais ça reste à étudier, à être étudié. Alors au deuxième siècle de notre ère, le satiriste Juvénal se lamente de la disparition de la souche patricienne au pur sang bleu. Ça veut rien dire, hein. Pur sang bleu, c'est la noblesse, et c'est une symbolique. Expression figurée pour désigner les nobles dont la peau était si fine qu'elle laissait voir les veines bleues. Ah oui, d'accord, ah bah oui, là, ça c'est autre chose, là. Là, c'est autre chose. Non, en fait, le noble, en fait, si vous voulez, la noblesse, quand on dit qu'elle est pâle, qu'elle est pas mate, etc., c'est tout simplement que la noblesse ne voit pas le soleil. Vous avez, par exemple, chez les Libyens aussi, hein, chez nous aussi, vous avez ça. Vous avez souvent des représentations de rois ou de gens importants qui sont très blancs de peau. Parce que tout simplement, c'est des gens qui, de génération en génération, ont toujours vécu à l'ombre du soleil. Ils n'ont jamais été exposés, ils n'ont pas travaillé dans les champs, ils n'ont pas connu la... enfin, en tout cas, leur peau a été vraiment altéré avec les siècles, les millénaires. C'est les familles royales qui ont vraiment vécu comme ça pendant très très longtemps. Et voilà, il y a beaucoup de Maghrébins qui sont ce cas-là, hein. C'est pas typiquement nordique, c'est un trait racial des nobles qui justement vivent enfin, en tout cas ne vivent pas en extérieur, ne vivent pas tiraillés par le soleil, ce qui fait que leur peau n'a pas assez de pigments pour pouvoir être bronzée. Bref, conclusion. Nous voyons que les Européens du Nord font tout pour imiter pardon, la façon dont les Grecs et les Romains se sont détruits eux-mêmes. Que ce soit en Europe ou en Amérique, les jeunes hommes patriotes se sont ramassés les uns les autres dans une guerre fratricide abominable. En Amérique du Nord, les descendants d'esclaves forment la majorité dans beaucoup de grandes villes. Euh, nos deux continents ont payé leurs ambitions impériales au prix de l'immigration de masse d'étrangers. Serons-nous capables de résister aux forces qui ont fait tomber les anciens? Bah oui, d'un côté, là, dans la conclusion, il dit quelque chose de vrai. Effectivement, à force d'avoir cette vision, en fait,
Cette ambition coloniale, impériale, pardon, ça a fait que bah, ils ont eu beaucoup de métissage, bah forcément, ils veulent conquérir le monde, forcément, bah, le monde, il y a des pays qui ont beaucoup plus d'enfants qu'eux, il y a le métissage, il y a le fait que la civilisation intègre aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui fait que le choc des civilisations fait que bah il y a soit un rejet, soit un métissage, mais il se passe quelque chose quoi. Alors là, ce qui est le plus drôle, les amis, c'est la photo en dessous, à la fin de l'article. Alors là, c'est à mourir de rire. Avec en dessous, nous maintiendrons. Écoutez, c'est à mourir de rire. Regardez-moi ces têtes là, c'est juste à mourir de rire. C'est une caricature. Ça, c'est des Grecs, c'est des Romains. Non mais ils sont sérieux. Avec leur tête de David Croquette là, ils sont. C'est quoi ça? Ah non mais écoutez là, c'est c'est un sketch quoi. Les mecs comme ça, les anciens militaires du Vietnam là, où je sais pas ce que c'est là, c'est ridicule. Bref, voilà les amis, donc je vous ai lu cet article de Blanche Europe hein, sur la race des Hellènes et des Romains. Et la vérité, vous la savez maintenant, c'est que évidemment il y a une véritable guerre. Et donc, si, il y a beaucoup d'entre vous qui sont là, qui me parlent de Nigériens, de négro-centristes. Je vous rappelle que les négro-centristes sont des fabulateurs de la pire espèce. C'est des peuples qui sont vraiment connus pour être des menteurs. Donc, euh, de facto, ils se trahissent eux-mêmes, c'est-à-dire, comment dire, ils sont pas crédibles, c'est ça que j'ai envie de dire. Ils sont pas crédibles du tout. Voilà, donc c'est même pas. Vous savez, quand quelqu'un vous dit que l'Égyptien était noir, n'importe où dans le monde, hein, même en Chine ou je sais pas, en Japon ou en Australie, vous dites ça à quelqu'un, il va rigoler. Personne n'y croit, personne. Je veux dire, c'est plié, c'est même pas la peine de discuter. Les seuls qui sont dans ce débat-là, c'est les gens un peu perdus. Voilà, il y a toujours des gens un petit peu, voilà, les gens qui sont les gauchistes, l'extrême gauche, tout ça, qui pensent au métissage, qui veulent le métissage, etc. Oui, on encourage ce genre de théorie. Il y a beaucoup de gens un peu débiles, mais comprenez-le bien, ils ne sont pas un vrai danger. Ils sont un danger si vous acceptez qu'ils grignotent l'Éthiopie, qu'ils grignotent le Sahara jusqu'à arriver chez nous. Parce que là, si on abandonne l'Éthiopie, c'est comme si on abandonnait tout le Sahara. Après, c'est un effet domino. Voilà, parce que l'Éthiopie, c'est vraiment la barrière, c'est comme la Zawad, c'est la barrière forte pour dire stop à la montée des négro-centristes et à leur conquête civilisationnelle, si on peut appeler ça de la civilisation. Donc je dis juste que voilà, le vrai ennemi, le plus dangereux, il est là. C'est même pas les Arabes, parce que les Arabes finalement, s'il n'y avait pas eu la France, jamais quelqu'un aurait dit oui, il y a des Arabes en Afrique du Nord. C'est la France qui a introduit ce mythe, qui a soutenu l'arabisation, qui a soutenu l'islamisation, et qui aujourd'hui, faute de pouvoir y parvenir totalement, soutient la mazirisation, c'est-à-dire le mouvement néopunique, précédemment berbériste et aujourd'hui amaziriste, qui continue de faire valoir que nous sommes des sémites. Parce que même si vous dites que vous n'êtes pas arabe, si vous dites que vous êtes amazir, forcément c'est comme si vous souteniez l'idée que vous êtes des cousins des arabes ou des frères des Arabes, c'est-à-dire des Sémites, voilà, tout simplement comment dire, des, euh, des peuples chamitiques, plus précisément. Dans la tradition biblique, Cham est le frère de Sem, donc c'est une branche frère des Sémites, voilà. C'est pas des Sémites, mais vous avez compris. Ça fait partie de la famille adamique. Et le fait de dire ça fait de nous des adamiques, et c'est finalement une victoire, si vous voulez, la France, ça faut quand même situer, les judéo-chrétiens qui dominent la France, les francs-maçons, les humanistes, comme ils aiment à s'appeler, sont des gens qui veulent nous avilir, nous détruire. Et s'ils n'y arrivent pas par l'arabisation et l'islamisation, ils y arriveront par la mazirisation, parce que c'est finalement un bon. Bah, de toute façon, vous allez regarder les reportages avec comment s'appelle Aziza et compagnie, là, quand vous avez Enrico Macias, quand vous avez, vous savez, quand ils rencontrent les chanteurs kabyles et compagnie, Idir et compagnie, vous voyez comment ils parlent. On voit très bien que Israël, toute cette mouvance soutient le mouvement amazigh. Il est soutenu à l'international. Vous ne vous leurrez pas, c'est pas parce qu'ils nous respectent, c'est parce qu'ils ont trouvé dans ce mouvement un moyen de nous aliéner, un moyen de nous tourner vers les Sémites, vers l'Orient, vers ce que j'appelle les Adamiques, c'est-à-dire la famille abrahamique, comme on aime, comme certains aiment à les appeler, ou plutôt la famille de Noé, mais bon, bref.
Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est là d'où vient le vrai danger, c'est les Indo-Aryens, parce que c'est quand même des gens, c'est des gens assez honnêtes, sont assez sincères, même si c'est des fois c'est un peu des taquins, hein, ils sont un peu manipulateurs aussi comme les Nigériens, mais c'est de bonne guerre, hein, franchement, moi je leur veux pas, hein, c'est de bonne guerre, mais ils sont tellement francs qu'ils se trahissent eux-mêmes, ils font des erreurs, ils disent le contraire de ce qu'ils disent au paragraphe précédent, et donc ils sont facilement démasquables, mais on peut facilement les démasquer, on peut les analyser assez facilement, mais il faut comprendre que ils ont comme le pouvoir, un certain, ils ont les médias avec eux, ils ont tout avec eux, donc on peut rien, c'est très très compliqué de les affronter. Et eux sont un véritable danger parce ils tiennent le levier de l'éducation, c'est-à-dire que c'est eux qui éduquent nos enfants, qui éduquent vos enfants, faut bien le comprendre. Donc c'est pas rien, faut vraiment faire face à ça. C'est un danger, bien plus que le péril négroïde. Ouais les amis, donc il y avait ça, je voulais parler aussi un petit peu de quelque chose d'autre, donc il y avait, oui, alors là c'est sur le site Breads Info, donc peu importe l'époque où a été fait l'article, bon c'était dans l'année dernière je crois, là c'est une autre théorie qui contredit la théorie Out Africa qui dit qu'en gros l'homme ne serait pas apparu en Afrique mais en Eurasie. En Eurasie, hein, pas en Asie, en Eurasie, parce que déjà le terme c'est complètement c'est n'importe quoi. Parce que faudrait parler de caucasien à la limite pour pouvoir dire l'Eurasie, mais là c'est même pas l'Eurasie, c'est l'Asie. C'est l'Asie, mais l'auteur met dans le titre Eurasie pour donner une espèce d'ambiguïté. Mais c'est surtout parce que cette théorie, elle parle d'une origine indienne, c'est-à-dire que c'est de l'Inde qui émergent tous les peuples, sauf que donc cette théorie, voilà, elle est comme ça, sauf que eux, ils essaient de la tourner vers les steppes plus au nord et plus à l'ouest, c'est-à-dire se rapprocher le plus du Caucase possible pour donner, voilà, la définition d'une origine indo-aryenne. Donc, une origine, euh, c'est-à-dire une origine caucasienne, hein, c'est ça qu'ils essaient de dire. Donc voilà. Et cette théorie-là, c'est vraiment, enfin c'est du pain béni pour eux, mais en même temps c'est un petit peu surjoué, mais voilà, c'est un moyen pour eux de pouvoir avancer l'idée que les races sont bien, qui sont bien une race très ancienne et qui sont à l'origine des civilisations patati patata, vous avez compris le leitmotiv, vous avez bien compris ce qui est en jeu. Voilà. Donc voilà, de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez regarder les articles tranquillement, je vais pas tous vous les lire, hein, parce que c'est assez long. Je voulais juste vous lire le précédent, parce qu'il était très important, mais cela, vous pourrez les lire par vous-même. Mais vous voyez comme quoi, il y a une véritable guerre, et ça empire, hein, depuis l'année dernière, c'est devenu très violent, une guerre raciale, civilisationnelle, des Nordiques, des barbares, contre la civilisation méditerranéenne, berbéroïde. Donc voilà. Après, je voulais vous parler aussi de ça. Donc au Maroc, une découverte capitale repousse de 100 000 ans l'âge du premier Homo sapiens. Sur le site de Djebel Iroud, situé entre Marrakech et le côté atlantique, les paléanthropologues ont mis à jour le reste de 22 fossiles. Oui, c'était donc l'été dernier qu'il y avait la découverte. Je n'en ai pas parlé parce que j'attendais un petit peu plus de détails en fait sur la découverte, je voulais pas trop faire du sensationnel et puis qu'après on découvre finalement que c'était juste un singe. Voilà, donc je vous le dis, je suis pas évolutionniste, donc voilà. Mais j'ai préféré être prudent, mais j'aurais peut-être pas dû parce que finalement là, ça a l'air assez. Quoique on n'est jamais assez prudent. Mais en tout cas là vraiment, c'est pas un singe, hein. Là vous voyez la photo, c'est très clair, hein. C'est vraiment puis vous avez d'autres, vous pouvez chercher, hein, de toute façon sur internet, vous allez trouver plein de photos, et vous allez voir, hein, c'est une morphologie crânienne un peu plus réduite que la nôtre, mais globalement, ça reste un humanoïde vraiment, quoi. Parce que pour qu'on puisse parler de singe, il faut qu'il y ait, si vous voulez, l'aspect crânien, plus plat, c'est-à-dire que là, au niveau du crâne, il faut que ce soit vraiment beaucoup plus rabaissé et proche des yeux, comme ça. Et au niveau de la mâchoire, il faut que ça soit vraiment descendu vers le bas.
voyez, c'est à partir de là, on peut parler de singes, de gorilles, ou je sais pas quoi. Parce que c'est comme ça qu'ils sont, hein. Donc, ils nous ressemblent pas, hein. Même si on dit qu'à chaque fois qu'ils nous ressemblent, c'est complètement faux. Au contraire, on dit souvent que qu'entre nous, il y a 1 ou 2% de différence, oui, je crois 2% de différence génétique entre l'homme et le singe. Faut pas oublier qu'il y a 3% de différence entre l'homme et le porc. Donc, à un moment donné, faut relativiser, hein, ces histoires de... Parce que si on nous dit qu'on a des ancêtres singes, moi je dis, à un moment donné, faut taper du poing sur la table et dire, on a des ancêtres, hein, on a des ancêtres dauphins, on a des ancêtres porcs, ou autre chose, parce que finalement, bah oui, écoutez, s'ils veulent vraiment aller au bout de la logique, être scientifique dans, vraiment, sincèrement, il faut suivre ce mode de pensée, c'est-à-dire prendre tous les animaux et dire qu'on a un lien forcément avec tous ces êtres. Et en fait, non, bah, ils le font pas, ils se contentent de se concentrer sur le singe parce que c'est celui qui leur ressemble le plus d'un point de vue morphologique. Pas d'un point de vue génétique, mais d'un point de vue morphologique, on a des bras, des jambes, et eux aussi, sauf qu'ils ont des mains à la place des pieds, contrairement à nous. Et donc voilà. C'est en fait finalement, d'ailleurs c'est une théorie qui date de 200 ans. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à en sortir. C'est vraiment, on nous parle de science, de progrès. Je suis désolé, le progrès il est technique, mais il n'est pas si important que ça. On n'a pas évolué, la science n'a pas vraiment évolué. Pour qu'elle évolue vraiment, il faut sortir des espèces de visions de gamins, quoi. Parce que finalement, ou quand on nous parle des races, le blanc, le noir, le rouge, attendez, écoutez, c'est quoi ces classifications raciales d'un gamin de maternelle? Faut arrêter. Donc, faut vraiment évoluer, passer au-dessus de ça. En tout cas, par rapport à cet article, moi je trouve que c'est intéressant de voir que finalement la science a bien déterminé que les premiers dinosaures étaient du Maroc, enfin du Maghreb, les premiers hommes étaient du Maroc, et que finalement la vie a commencé au Maroc, parce que c'est la première terre qui a émergé de la mer, de l'océan, et que tout simplement, avant ça, il n'y avait que la mer sur Terre, il n'y avait pas encore de continent, et que, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, si les mythes parlent de l'Atlantide, ce n'est pas un hasard, si les mythes renvoient à ce passé primordial des premiers êtres en parlant de l'Atlantide de chez nous, ce n'est pas par hasard si aujourd'hui la science découvre que les plus anciens fossiles sont chez nous, etc., hein. Donc tout ça, il y a des causes à effet, il y a des réalités qu'on doit accepter. Et moi, ce que je trouve juste dommage, c'est les gens qui veulent absolument faire de ça un truc évolutionniste en disant, voilà, les Marocains croient aux singes, à la théorie de l'évolution. Non, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, les Algériens qui disent ça, parce que c'est souvent des Algériens d'ailleurs, je vous rappelle que c'est assez incongru de dire ça, et c'est vraiment stupide de vouloir tirer à chaque fois à boulet rouge sur le Maroc, parce que l'Algérie a tout intérêt à avoir un voisin marocain puissant qui va le tirer vers le haut que d'avoir un voisin marocain aussi pauvre que lui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on se jalouse les uns les autres, mais comprenez que vous avez tout intérêt à avoir votre frère ou votre cousin riche que d'avoir que des gens pauvres dans votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut comprendre. On fait tous partie d'une même famille civilisationnelle, on a tous intérêt à ce que l'un ou deux ou trois d'entre nous émergent. Voilà. Et si c'est le Maroc, tant mieux. Et de toute façon, tout porte à croire que ce sera le Maroc. Mais moi, j'aurais pas été contre que ça soit la Tunisie ou un autre pays, mais ça tombe sur nous, et quelque part, c'est la volonté aussi des dieux, et quelque part, c'est de bonne guerre, parce que le Maroc est le pays, c'est le pays qui a le plus combattu pour la sauvegarde de sa culture, malgré ce qu'on dit. Malheureusement, on a aujourd'hui des gens qui sont choqués. Moi, je vois des Algériens qui sont choqués quand je leur montre la culture qui s'est préservée dans l'Atlas, qui me disent quoi, il y a encore des gens comme ça qui vivent avec les rituels libyques, pré-islamiques et tout, un peu comme des sauvages et tout. On va dire bah merci, hein. Non mais il faut parler correctement déjà, mais en plus de ça, il faut comprendre que si le Maroc est le mauvais élève du monde musulman, hein, du monde arabe, entre guillemets, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le pays qui a le plus préservé sa tradition, ses coutumes, ses usages, et je trouve que normalement, les îles Canaries auraient dû être ce pays, mais c'est nous, donc écoutez, à un moment donné,
Je sais pas ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la Renaissance? Est-ce que vous voulez vraiment que les Libyens, les Berbères, tout ça se sortent du marasme où ils sont, du bourbier dans lequel ils sont? Ou est-ce que vous voulez qu'on se tire juste les uns les autres en disant moi je suis mieux que toi t'es mieux que moi ou pas? Enfin voilà. À un moment donné, cette espèce de surenchère victimaire nous apporte rien. Voilà, tout simplement, à un moment donné, on doit être capable de s'aimer les uns les autres, d'aimer la culture libyenne en général et d'essayer d'encourager toute velléité nationaliste chez les Libyques, de quelque horizon qu'ils soient, hein, même d'Égypte, de partout. Donc voilà, je vous mettrai le lien aussi. Après, je voulais vous parler des Philistins. Il y avait juste un petit truc que je voulais vous dire parce que, voilà, donc déjà par rapport à Wikipédia. Ensuite, je dirais ce que j'avais envie de dire. C'est que ce site est vraiment un site de propagande éhonté. Éhonté. C'est-à-dire que à chaque fois, ils essayent, dans toutes les descriptions des langues, des peuples, etc., de dire ah oui, ils ont peut-être des origines indo-ariennes, etc. Là, regardez, la langue philistin reste inconnue dans la mesure où on leur connaît aucune production textuelle. Il est possible que ce soit à l'origine une langue indo-européenne, mais les preuves en sont ténues. Non, les preuves n'existent pas, tout simplement, mais vous essayez de faire penser aux gens qu'il se peut qu'ils soient indo-européens, peut-être, alors que vous n'avez aucune preuve et que vous faites c'est de la fabulation. Là, on est là vraiment, on invente des fables. Là c'est des légendes. Donc, après, maintenant, voilà, juste pour vous dire, méfiez-vous de Wikipédia, méfiez-vous de ce site qui essaie à chaque fois de faire passer les peuples pour ce qu'ils disent indo-européens, donc ce que j'appelle indo-ariens, c'est-à-dire des caucasiens. Après leur affrontement, il y avait un truc que je voulais vous montrer qui était très très intéressant. Ah oui, voilà, les peuples de la mer. Les peuples de la mer sont mentionnés pour la première fois en 1208 avant notre ère par les textes égyptiens inscrits affirment que les vaincus sont les Équès du Nord venant de toutes les terres. Les Philistins ne sont pas. Alors les Philistins ne sont pas encore cités, mais il est possible qu'ils soient. Euh, Non, c'est peut-être pas là, c'est peut-être plus bas, alors pardon, excusez-moi, hein, je vous fais perdre votre temps, mais vous verrez que c'est intéressant. Les traces les plus solides de l'origine des Philistins sont archéologiques et pointent vers la mer Égée. Également valides, mais plus vagues, sont les sources égyptiennes d'époque, qui parlent d'une population invasive venue du nord de la mer. Les traces linguistiques très ténues semblent également pointer vers le monde égéen. Ainsi que de nombreux linguistes, les Philistins sont identiques aux Pélages, mentionnés dans l'Iliade. Les Pélages, que je n'avais pas à prononcer, voilà. Peuple qui habitait la Grèce avant les Échéens, que les Philistins soient ou non une branche des anciens Pélages. Les historiens actuels les font donc généralement venir de la mer Égée. C'est-à-dire qu'en fait, ces Pélages, hein, ces fameux Maghrébins qui ont fui l'Atlantide et qui ont fondé la civilisation minoéenne et conquis la Grèce, ce peuple s'est d'ailleurs aussi installé en Palestine. C'est eux les fameux Philistins, les fameux Amazirs qu'on essaye de nous vendre comme étant nos ancêtres. Là, l'histoire est inversée. C'est-à-dire que là, si c'est vraiment le cas, si c'est des Pélages, en fait, c'est plutôt eux qui sont des descendants de nous. C'est-à-dire que c'est les Amazirs qui sont des sous-peuples des Maghrébins, des Atlantes, voilà. Donc voilà, écoutez les amis, c'est assez clair, hein, c'est assez clair, mais après, à prendre avec des pincettes et à étudier encore, hein, je vous le dis, nous on n'a pas une approche comme les eurocentristes, enfin voilà, les barbarocentristes et les négrocentristes, on dit juste, on cite juste les faits et on essaie de trouver les corrélations logiques. Maintenant, ça reste à étudier, hein, je dis pas que c'est forcément ça, mais là vous avez quand même quelque chose d'assez intéressant pour les Philistins. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est le terme, parce que la terminologie, je sais pas s'il va la retrouver, c'est alors attendez, Philistin. Voilà, le nom Palestine dérivé de celui de Philistin sous Ramsès désigné comme Péléset. Péléset, la région ci-dessus habite Péléchet dans la Bible, Péléchet. Dans de textes occidentaux, le terme de Palestine, Palestiné,
apparaît pour la première fois sous la plume de l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, peut-être une forme dérivée de l'assyrien Pélastu ou Philistus. En 1er siècle, Pline l'Ancien parle également de Palestine, toujours lié au terme Syrie. Euh, Au 2e, Ptolémée fait de même. Le terme est utilisé de référence à l'ancien peuple de Philistins, la région désignée alors beaucoup plus ample que l'ancien territoire des Philistins, et recouvre au moins le futur territoire de la Palestine mandataire. À ces époques, le terme n'est pas unique, les Juifs parlant plutôt d'Eretz Israël, un ensemble géographique regroupant la Judée et la Samarie. Dès l'Antiquité grecque, les termes palestinais et Eretz Israël apparaissent donc comme désignant des réalités géographiques plus ou moins équivalentes. Ah, donc je trouve pas ce que je voulais vous montrer. Parce que parce qu'en fait, si vous voulez, le terme Palestine, il y a certains qui y voient le terme pélage. C'est-à-dire, comme il le dit là en égyptien, je ne sais plus en quelle langue là, c'est Péléset, ça vient de Pélage, mais bon, peuple brun, quoi, peuple à peau brune. Donc après, je sais pas, faut le retrouver dans l'article, vous avez ça. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, parce que il faut que j'enchaîne, hein, parce que ça commence à devenir long la vidéo, désolé. La démocratie directe, hein. Je voulais vous en parler, mais vite fait, hein, c'est juste pour vous dire, euh, à chaque fois que quelqu'un vous parle de démocratie, oui, vous êtes des dictateurs dans vos pays, vous n'êtes pas démocrates, vous n'êtes pas ceci, pas cela, répondez à ces Nordiques sauvages, à ces barbares, répondez-leur que nous, c'est pas la démocratie qu'on a dans le pays, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire, c'est les tribus, c'est les peuples qui directement agissent, influencent le pouvoir, nomment les rois, etc. C'est la démocratie directe. C'est-à-dire que quand un roi est roi, il l'est parce que les tribus l'ont décidé. C'est-à-dire qu'il y a des gens des tribus qui ont influencé leur chef tribal, et leur chef tribal est allé se confronter à d'autres chefs tribaux pour prendre une décision enfin, un consensus, quoi, une décision générale, pour justement être unis dans un choix politique, et ensuite le confronter à d'autres confédérations tribales pour décider ensemble qu'il faut destituer ou pas le roi. Faut le savoir, ça, hein. C'est pas le roi du Maroc, par exemple, il n'est pas devenu roi du Maroc comme ça. Après, bien sûr, même s'il est nommé par les tribus, une fois que celui-ci, si vous voulez, s'écarte du chemin de base, c'est-à-dire l'intérêt du peuple et de la nation, il est destitué. Mais malheureusement, pourquoi au jour d'aujourd'hui, le roi actuel, les Alaouites, qui sont des véritables, Al-Saoud, hein, d'Occident, pourquoi ils sont encore au pouvoir? C'est parce que la France est venue les défendre contre les tribus. Ce qu'on appelle le Bilad Siba, c'est le Maroc de l'anarchie, c'est pas de l'anarchie. Au contraire, l'anarchie, c'est aujourd'hui qu'elle est. L'anarchie, c'était l'ordre qu'il y avait, c'était un ordre tribal que la France n'a jamais interprété comme tel. La France a voulu détruire cet ordre, détruire les tribus et imposer son ordre barbare du fait que, oui, maintenant, ça va être un pouvoir comme ça. Tous les pays où les barbares sont passés, ils ont imposé la colonisation, c'est-à-dire ils ont surtout imposé la dictature et cette espèce de démocratie, de démocrassouille. Parce que ça, c'est pas du véritable pouvoir méditerranéen comme on le conçoit dans notre culture de l'équilibre et de l'horizontalité. Bon, faut comprendre aussi qu'on est un peu à la fois horizontal et vertical, on n'est pas totalement horizontal non plus, comme les négroïdes. On est dans un juste milieu. Mais là, nous, c'est la démocratie directe. Donc, quand quelqu'un vous parlera de dictature dans vos pays, dites-leur que c'est vous qui avez imposé la démocratie, qui est une espèce d'arnaque, finalement, où seront toujours élus les gens qui font partie d'une espèce de mafia dominante, une espèce d'oligarchie qui a été mise en place par les anciens colonisateurs et qui continue de perdurer. La démocratie directe, c'est justement la vraie démocratie, c'est-à-dire le vrai système du pouvoir au peuple, c'est la démocratie directe. Donc à chaque fois que quelqu'un vous dira, vous fera des leçons de morale européenne, etc., oui, nous, on est démocrates, pas vous, dites-leur, vous êtes peut-être démocrates, mais nous sommes démocrates directs. Et c'est ça la vraie démocratie, le vrai pouvoir du peuple. Il faut leur dire à chaque fois qu'on vous dit ça. Ensuite, le socialisme, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je voulais juste dire que le système communiste
Et le socialisme, à l'origine, s'inspire du système Atlante, c'est-à-dire que les Atlantes, ils avaient un système de société où finalement les richesses étaient réparties, donc il n'y avait pas cette espèce d'embourgeoisement nauséabond, où finalement il y a des populations entières, des millions de gens qui meurent de faim. Ça, c'est typiquement des pays sauvages, hein, des pays barbares, mais nous, chez nous, au contraire, tout se partageait, peut-être pas les richesses dans le sens que on partageait pas les vêtements, on partageait pas les, comment dire, les biens immobiliers ou des choses comme ça. Les gens avaient chacun, bien sûr, leur richesse propre, mais la nourriture était partagée. Il n'y avait pas de nourriture à tel. La nourriture ou l'eau n'appartient à personne, elle appartient à personne, c'est-à-dire c'est le cadeau des dieux, c'est ce que les dieux nous ont offert. Ils nous ont, Ouranos a enseigné l'agriculture, enfin l'agriculture des fruits, des légumes aux Atlantes. C'est pas pour qu'ils s'enorgueillissent et ils disent oui, ce fruit nous appartient, mais c'est au contraire pour qu'ils le partagent, qu'ils remercient les dieux de leur avoir enseigné ce savoir et de le transmettre à l'humanité. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Et le communisme s'inspire de ce système, sauf qu'il l'a un peu perverti. Donc voilà, après c'est parce que bah, ils l'ont tourné à l'extrême, quoi. Je veux dire, on peut pas à un moment donné tout appartient à l'État, tout appartient à personne. Il faut au moins qu'il y ait une espèce d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est bon. Après, ce qui est dommage, c'est que dans l'article, on ne parle pas de l'origine de l'Atlantide, même si on cite Platon avec son livre la République, mais sinon, voilà, il n'y a pas beaucoup de. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment. D'ailleurs, il y a très peu d'informations sur ce que je vous dis, hein. Mais vous verrez, vous renseignerez au Kremlin, il y a et à Saint-Pétersbourg, vous avez le jardin des Atlantes, vous avez beaucoup de références à Atlantide. Il y avait même une arme de l'armée russe qui s'appelait l'Atlante, un truc comme ça, une espèce d'arme aérienne, dernière technologie, enfin quelque chose vraiment de récent. Il y a beaucoup de références à l'Atlantide chez les Russes, en tout cas, voilà. Le socialisme arabe, alors là, je voulais vous en parler rapidement, c'est juste pour vous dire, lisez cet article, c'est très intéressant. Le terme de socialisme arabe a été inventé par Michel Aflaq. Voilà, après, c'est assez intéressant, parce que quand vous cherchez l'un des fondateurs, enfin, c'est l'un des fondateurs du parti Baas arabe socialiste, hein, Michel Aflaq, ça fait pas très, pas très arabe, hein. Enfin, ça fait pas très, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a les missionnaires chrétiens, il y a pas mal de trucs. Quand vous vous renseignez bien sur ce mouvement, le panarabisme, qui montre que, à chaque fois on nous parle de fierté arabe, etc., enfin, ou de fierté islamique, etc., non, c'est vraiment des mouvements à la base qui sont, bah, je sais pas, bah là, regardez, ils vous disent pour Aflaq, le socialisme arabe était une idéologie nécessaire pour la recherche de l'unité et de la liberté du monde arabe, car il pensait que seul un système socialiste des propriétés et de développement surmonterait le retard pris par les pays arabes à cause du colonialisme. C'est complètement faux. C'est même grâce au colonialisme que les Arabes sont sortis de leur mode de vie de bédouin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comment dire, euh, en fait, finalement, on nous a vraiment vendu ça comme quelque chose de subversif, alors qu'en réalité, c'est des mouvements coloniaux. Le socialisme arabe, le panarabisme est une création coloniale. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que vraiment, en tant que Maghrébin, on n'a aucun intérêt à être affilié à ça. C'est bon, je sais que certains d'entre vous voient ça comme quelque chose de limpide et naturel, mais c'est pas clair pour tout le monde, hein. Il y a beaucoup qui se sentent, qui se disent arabes ou panarabistes ou solidaires du bassisme, etc., parce qu'ils ont des espèces de, de, comment dire, d'idéologie, une espèce de fascination pour le communisme. Mais à un moment donné, faut rappeler les choses, hein, c'est que ces mouvements-là ont été créés par des missionnaires chrétiens, par des gens qui ne sont même pas, enfin presque pas des arabes. Enfin, je sais pas comment vous voyez ça, Michel Aflaq, je sais pas, après, non, enfin vous lisez, vous renseignez un petit peu, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc après, bah, je vous mettrai aussi le lien d'Alexander Grothendieck, qui est un mathématicien de renom, hein, donc qui est mathématicien français, en 1928 à Berlin, est mort à Saint-Lizaire, près de Saint-Giron, à Ariège. En fait, c'est assez intéressant parce que on a quand même là, déjà, c'est un juif, hein, donc c'est le fils d'un juif en tout cas.
médaille Fields, donc il reçoit la médaille, il a été vaincu, il a gagné beaucoup de grands prix de mathématiciens, hein, comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Donc il est considéré comme le refondateur de la géométrie algébrique. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que on y voit quand même que les Nordiques sont très très forts, hein, par rapport à nos peuples, par rapport au développement des mathématiques. Ils ont beaucoup, ils sont très rationalistes et ils se sont vraiment tournés vers ça, hein. Et lui, il est renommé pour espace nucléaire, théorème de Riemann-Roch, théorie des schémas, co-homologie et étale, catégorie abélienne, théorie des topos, cohomologie motivique, médaille Fields, prix Crawford, refusé. Bon, en tous les cas, c'est un anarchiste, il encourage finalement beaucoup de dépravation. Je crois qu'il est militant contre la guerre, je sais pas quoi. Il a réuni pas mal de hippies autour de lui. Il a fait pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir comment finalement les juifs, en tout cas les juifs de race nordique, ont influencé le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Comment ils l'ont bâti, comment ils l'ont construit, comment ils ont influencé, comment dire, franchement, les conséquences d'aujourd'hui sont terribles. Donc, non, ça reste quelque chose d'intéressant à lire, hein, je vous conseille, hein, c'est un personnage qu'il faut connaître. Après, l'opération tapis volant, oh, les enfoirés. Ah, ça me fait marrer parce que bon, ça, le petit côté Aladdin et le nom de code d'une opération clandestine qui permet d'emmener entre 1949 et 1950 la quasi-totalité des Juifs du Yémen vers l'État d'Israël. Donc ça, c'était une façon de faire venir les Juifs vers Israël, mais devinez quoi, ces populations, elles ont beau être juives, elles sont considérées comme des Juifs de seconde zone, hein. C'est en Israël, c'est les Ashkénazes qui dominent et les Séfarades, les gens comme eux, ils sont considérés quasiment comme des étrangers, comme des espèces de, enfin, ils sont rejetés, quoi, tout simplement. Donc et c'est pareil pour les Juifs qui sont Schleuch, qui sont Atlantes, qui sont de Kabylie ou je sais pas d'où, de Tunisie. Tous ces gens de Djerba, tous ces gens quand ils sont allés à Israël, ils ont été rejetés. Vous voyez, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous avez beau être d'une telle religion, la race quand même prédomine et fait que finalement, bah, vous n'êtes rien quand vous arrivez. Ashdod, qui est la capitale du sud d'Israël, qui est la capitale des Séfarades, bah c'est quasiment une autre Israël, quoi. C'est comme si on disait, t'as l'Israël du nord et l'Israël du sud, hein. L'Israël du nord qui serait Ashkénaze et celle du sud qui serait séfarade. C'est pas un sujet qui m'intéresse, mais c'est juste pour vous dire que c'est intéressant à connaître, à savoir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, ils pensent que les juifs sont tous unis alors qu'ils sont très divisés, et surtout au niveau racial, bah, ils acceptent pas notre race, quoi, même si on est juif. Et ça avait fait penser un petit peu aux Arabes, quoi, du fait que même si on est musulman, on est rejeté quand même, donc c'est marrant. Dans la Bible, ah oui, ça c'est Panuel, oui c'est Jacob, oui. Dans la Bible hébraïque, Panuel, en hébreu, est un endroit non loin de Sukkot, à l'est du Jourdain et au sud de la rivière Jabbok, pardon. Il est également appelé Panuel, visage de Dieu, par Jacob. C'est parce que j'ai vu Dieu face à face, et pourtant ma vie a été épargnée. C'est dans la Genèse. Ici, Jacob luttait avec un homme, l'ange, jusqu'au lever du jour. Cet épisode a amené Dieu ou l'ange à changer le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie littéralement celui qui lutte avec Dieu, c'est-à-dire qui se confronte à lui. Une ville a ensuite été construite là. Les hommes de ce lieu refusèrent de donner du pain à Gédéon et à ses 300 hommes alors qu'ils poursuivirent les Madianites. À son retour, Gédéon a démoli la tour et tué tous les hommes de la ville. Quand le royaume du nord d'Israël s'est séparé de la monarchie unie en 930 avant notre ère, et Jéroboam, son premier roi, établit sa capitale à Sichem. Peu de temps après, il quitta Sichem et fortifia Panuel, le déclarant comme sa nouvelle capitale. Lui et son fils Nadab régnèrent là-bas jusqu'à ce que Baasha s'empare du trône en 909 avant Jésus-Christ et déplace la capitale à Tirzah.
Panuel est le nom commun donné au mâle dans la culture assyrienne. Bon. En tout cas, si intéressant, c'est que là, vous avez vraiment, on vous parle de visage de Dieu, on vous parle d'anges qui affrontent les hommes, enfin en tout cas le juif Jacob, qui reçoit un titre pour avoir résisté, parce qu'à un moment donné, l'ange presque il a deux doigts de lui casser la côte et finalement quand il le blesse, donc il arrête le combat, donc quelque part lui même si en tant qu'homme il a perdu, il le respecte, c'est-à-dire l'ange considère que en tant qu'homme il a de la valeur, il s'est battu, il est courageux, il est capable de représenter Dieu. En fait c'était un test pour voir s'il était capable de se battre pour Dieu, s'il avait la force nécessaire ou pas. Enfin pour Dieu, pour elle, hein, pour le Dieu elle, faut bien préciser. Et d'ailleurs, faut bien comprendre que les Juifs n'ont pas qu'un seul Dieu, ils ont eu, comme tous les autres peuples, l'adoration de tous les dieux avant de se concentrer que sur un seul, qui est le Dieu El actuel, plus connu sous le nom d'Allah. Et donc c'est intéressant, c'est des choses qu'il faut connaître parce que, en fait, si vous voulez, dans le judaïsme, la différence avec l'islam, c'est qu'il y a il y a le judaïsme récent, le vieux judaïsme. Dans le vieux judaïsme, vous apprenez vraiment des choses qui vous montrent bien qu'il y avait plusieurs dieux, qui vous montrent bien qu'il y avait ce côté physique, c'est-à-dire qu'on reproche aux kabbalistes et aux wahhabistes chez l'islam, c'est le côté anthropomorphique. Mais c'est une réalité. Après, les gens voilà, les anges, ça les dérange pas trop, mais Dieu, avoir un visage, des mains, des pieds, ça les choque. Mais pourtant, allez dans les textes, vous allez voir, c'est intéressant. Après, bah, le Commonwealth, c'était juste pour vous dire que, regardez, vous avez la carte. Quand à chaque fois on nous cite comme exemple, oui, le Maroc c'est terrible, c'est une dictature, vous avez des rois, alors que la roi c'est fini, faites comme la reine d'Angleterre, une monarchie constitutionnelle, oui voilà, soyez plus démocratique, regardez-moi ça, bande d'idiots, va. Regardez la reine d'Angleterre, l'Empire, le Commonwealth, elle est la reine de tous ces pays là qui sont en bleu là. Elle est la reine de ces pays. Ces pays ont des gouvernements qui s'autogèrent, évidemment, mais elle est la reine, c'est-à-dire que c'est elle qui tient le pouvoir suprême. Donc, elle ne prend pas des décisions pour eux, elle les laisse autogérer, mais elle peut intervenir. Et si je vous montre ça, c'était juste pour vous dire, regardez comme quoi, bah, on vous prend pour des abrutis, quoi. Tout simplement, c'est que elle est membre, le Commonwealth gère 52 États. Donc c'est pour vous dire, soi-disant, la reine démocratique, machin, mon œil, hein. Nous, on reproche au roi du Maroc d'être un despote sur une petite région de rien du tout. Là, c'est quand même extraordinaire, hein. Là, on est franchement face à quelque chose de vraiment. Ah oui, mais là, on revient à la colonisation, on revient à l'époque, hein, voilà. Donc, à lire. Après, bon, bah, je vais finir sur ça. Alors, vous avez la pub Coca-Cola. Donc, on vous dit que que la société Coca-Cola, pardon, va quitter Tanger, quitter Tingis pour la Turquie. Bon débarras. Franchement, bon débarras. Moi, je suis content que Coca quitte le Maroc. Faut savoir que pour fabriquer 1 litre de Coca, faut 2,5 litres d'eau minimum, donc sans oublier que évidemment il y a des dépenses annexes qu'on calcule pas dans le calcul final, donc il y a beaucoup d'eau qui sont utilisées dans le processus de fabrication. Sachant qu'on a un pays qui a beaucoup de sécheresse, des problèmes d'eau, sachant qu'il y a eu des manifestations à Zagora où le peuple réclamait juste de l'eau, il réclamait pas la tête du roi, il réclamait juste de l'eau, et on les a massacrés, la police les a mis en prison, des vieillards, des femmes, tout, t'as frappé, mis en prison. Donc, c'est pour vous dire, à un moment donné, il faut arrêter ces sociétés-là, même les sociétés d'automobiles, hein, si vous savez ce que ça demande d'eau pour fabriquer une voiture, c'est juste incommensurable. C'est pas normal que des choses comme ça soient dans le pays, sans parler des golfs. Ça, n'en parlons même pas. C'est une abomination, c'est une insulte au peuple marocain. Mais le vrai peuple marocain n'oubliera jamais cet affront et s'en rappellera. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça, c'était juste pour vous faire une petite vidéo, donc vous parler un petit peu de l'actualité, de beaucoup de choses, mais surtout pour vous dire que
Malheureusement, la propagande et l'acharnement se fait sur notre race, et donc on va devoir se battre pour être reconnu, pour avoir, si vous voulez, notre liberté, pour avoir notre véritable... Pas pour être reconnu, je me trompe quand je dis ça, c'est pour être ce que nous sommes, et pour être fier de ce que nous sommes, et s'imposer. C'est-à-dire, on doit absolument imposer l'idée que nous sommes une race, parce que nous le sommes, c'est pas... faut suffit de se regarder dans le miroir, mais il faut pouvoir l'imposer d'un point de vue scientifique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue religieux, culturel, tout ce que vous voulez, on peut le faire, c'est faisable, mais il faut un média. Banque Atlantis fait le premier pas, maintenant c'est à vous de suivre, c'est à vous de continuer de soutenir déjà Banque Atlantis, de partager nos vidéos, de liker, mais c'est aussi à vous de transférer le savoir à vos familles, à vos proches, pour que les gens se réveillent, que comprennent que vraiment il y a une véritable appropriation culturelle. Alors, les gens sont choqués quand il y a du blackwashing, quand on met des acteurs noirs pour représenter des personnages historiques berbéroïdes, enfin berbères quoi, nord-africains, mais personne ne s'offusque quand on met un blond pour représenter un personnage qui est méditerranéen, qui est libyen ou quoi que ce soit. Et ça, c'est dommage. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'était surtout pour ça, pour vous mettre en garde sur ça, et que vous réveillez, que vous arrêtez de cette idolâtrie de la race blanche, cette espèce de mania pour, pour les locodermes, tout ça. Donc réveillez-vous et essayez d'être fiers de vous-même, parce que vous avez de quoi, votre histoire, vos ancêtres, il n'y a pas de quoi avoir honte. Au contraire, vous êtes vraiment bien placé pour être fier de vous, mais à condition que vous sachiez ce que vous êtes. Donc c'est à vous de jouer les amis, et je vous dis à très bientôt. Donc voilà, salut à tous.